Bonjour Alain, bonjour Jean-Pierre. Salut Bonjour, Mohamed, salut Alain, Mohamed, bonjour Jean-Pierre. tout va Euh, bien? Ça va, merci. Et vous, vous allez bien? Oui, tout va bien. Il n'y a que Mohamed qui a des soucis avec son ordinateur, Ça puisqu'il va, non, est non, c'est. Ouais, pas mal. j'ai changé d'ordinateur aujourd'hui, c'est pas facile, mais ça va, je m'en sors pas mal. bonjour Ben, la Alain. prochaine fois, euh, le, le son du Facebook, il est dupliqué. Merci de l'arrêter aussi. Donc, bonjour et bienvenue à vous tous. La prochaine fois, Jean-Pierre, tu nous feras honneur pour la dernière conférence avant la reprise en mois de septembre. Tu nous feras un live depuis la plage. Oui, sans problème. En maillot de bain en plus. Super. Bonjour Alain, ça va? Bonjour, merci. Merci beaucoup. Oui, je vais très bien. Merci. Et vous? Sous C'est cette chaleur c'est marocaine. moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour avoir accepté de partager avec nous cette conférence aujourd'hui, qui était normalement programmée pour la semaine prochaine, mais vu les conditions exceptionnelles de Dinoli, qui n'a pas pu faire sa conférence aujourd'hui, donc c'est Alain qui a avancé sa conférence pour aujourd'hui, et je vous remercie énormément pour ça. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. De toute façon, il n'avait pas le choix. J'espère que d'ici la semaine prochaine, bon, je disais que j'espère que d'ici la semaine prochaine, Dinoli pourra nous faire sa conférence parce qu'elle est vraiment très importante et on aimerait bien la suivre. Donc, la conférence d'aujourd'hui, elle est très demandée, très prisée par beaucoup de prothésistes. C'est la question qui revient le plus souvent. Donc, la conférence d'aujourd'hui portera sur les techniques de stratification et de maquillage en CFAO. Donc, en CFAO direct, l'obtention d'un résultat d'une esthétique optimale passe par une caractérisation des restaurations dans une couche ultra mince, une façon simple et facile d'assortir les teintes et d'obtenir de la profondeur, de la translucidité qui sont nécessaires pour les couronnes pour qu'ils aient l'aspect le plus naturel possible. Donc, Alain Hardik va nous détailler aujourd'hui ses techniques et sa façon de faire. Je commencerai déjà par le présenter aux gens qui nous suivent. Donc, Alain Hardik, il est prothésiste de formation, dirigeant du laboratoire dentaire Vision Esthétique spécialisé en prothèses conjointes à Strasbourg, responsable et titulaire du CPES, c'est le certificat pratique d'enseignement supérieur en céramique et en occlusion. Il est référent international de plusieurs marques et il est conférencier national et international, surtout dans le travail d'équipe, concept esthétique et implantologie. Et je suis sûr qu'on le reverra plusieurs fois l'année prochaine, pas une seule fois. Je crois que vous méritez de le voir parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'extraordinaire. D'abord parce que c'est un être humain superbe. On a de très, très bons des liens amicaux très, très forts tous les deux qui se sont créés au fil du temps, bien évidemment. On a fait pas mal de choses ensemble. Et puis, c'est un prothésiste hors pair. Et vous allez le voir par rapport à ce qu'il fait. Il a des techniques qui lui sont propres pour l'instant et il les maîtrise parfaitement bien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la nouvelle tendance et la nouvelle prothèse et la nouvelle façon d'envisager la prothèse. Donc Alain, régale-nous parce que je sais que tu as préparé quelque chose de magnifique et on attend. Et puis après, avec Mohamed, on ira te mettre en place tout ça au Maroc dès que ce sera possible. D'accord, ok. Bon, écoutez, c'est gentil. Je voulais dire juste que Alain, il est d'origine arménienne, donc il parle français, anglais, arménien et turc. Et, je profiterai pour lui demander de nous faire des petits résumés en anglais pendant sa conférence pour satisfaire la demande de nos amis du Moyen-Orient qui nous suivent. Juste un tout petit peu, on ne va pas exagérer. Je sais que déjà, vous avez fait l'effort de présenter aujourd'hui. Ok, non, mais je vais essayer. Je vais essayer de faire ces petites traductions vite fait, bien fait, pour que tout le monde puisse un peu comprendre. Mais bon, il n'y a rien de compliqué à comprendre le concept.
En tout cas, c'est gentil à vous deux de m'introduire comme ça, c'est très gentil. Et vous mettez déjà la pression avant que j'ai déjà commencé. Bon, Donc c'est C'est le but. bon, mais on va pas commencer tout de suite. D'abord, j'ai une question à vous poser. C'est bien déjà sûr. par rapport au CPES, ce Oui. certificat que vous dirigez en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je peux vous dire un peu plus, évidemment. L'objectif du CPS, donc il y a le CPS, c'est un certificat pratique d'enseignement supérieur en céramique et occlusion, et il existe la même chose en prothèse adjointe, avec mon ami Yves Gastard, que Jean-Pierre connaît aussi. Et nous, en fait, on le dirige. Et en fait, comment ça se passe? Pendant 2 ans, on choisit 12 candidats, donc 12 candidats qui sont du territoire français, mais ils peuvent aussi venir du Luxembourg, du Maroc. L'objectif, c'est quand même de comprendre un peu le français. Donc, pour les Marocains, c'est ouvert aussi, évidemment. Et c'est une formation qui dure 2 ans. Et c'est une D'accord. formation où pendant 2 ans, on va traiter un peu les cas en prothèse conjointe, un petit peu de CFAO aussi, fatalement, puisque c'est aussi l'avenir un peu de notre métier. Mais on n'oublie pas la valeur de notre métier manuel. Donc, je vous donne un exemple, il y a Jean-Pierre qui intervient, il y a eu Serge Gavion qui est intervenu, et tous les Très gens bien. que vous avez vus tous ces samedis sont intervenus et interviennent. Et à la fin de ces 2 ans, il y a un petit mémoire, enfin, il y a un mémoire à faire et il y a un travail final qui est réalisé. Et puis, c'est des jurys. Dans le jury, il peut y avoir des gens comme Jean-Pierre ou des gens qui sont issus de la formation pour pouvoir corriger. Et on prépare ça tous les 2 ans. Donc là, on va commencer une nouvelle formation. Et dans cette nouvelle formation-là, bon, on essaye. Évidemment, l'objectif, c'est de faire apprendre le métier dans les vraies valeurs, c'est-à-dire les valeurs humaines, les valeurs professionnelles surtout, et aussi une façon qualitative de voir notre travail, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire autre chose que de la qualité, bien entendu, mais c'est des valeurs qui sont inculquées. Et moi, j'ai cette chance de pouvoir le diriger depuis quelques années, et avec justement des professionnels qui ont tous des valeurs et qui sont très importants pour moi, parce que dans ce métier-là, si on n'a pas de valeurs, on n'avance pas. Oui, je sais que vous êtes modeste et vous tenez à le rester, mais je sais que c'est un diplôme de très haut niveau et qui fait intervenir des sommités, comme vous l'avez cité déjà. Donc, c'est Oui, que… c'est, Oui, c'est, mais comment ça se fait l'inscription? Comment se fait l'inscription pour ce diplôme et c'est quoi les dates et les délais? Et alors la les dates, formation aussi se passe à quel rythme? alors la formation se passe à Paris, c'est 2 jours dans le mois, pendant 2 ans, par mois, un par mois. Et il y a des intervenants, donc comme j'avais dit, hein, des gens comme Jean-Pierre ou d'autres, des MOF aussi, ou non MOF, hein, parce qu'il y a des gens qui sont non MOF aussi, et qui viennent intervenir. Ça se passe à Paris, à l'UNPPD, donc c'est le syndicat des prothésistes dentaires. Et c'est là que tout se chapeaute. Il faut tout simplement téléphoner au service formation qui est Claire Lenoir, et elle vous dit, elle s'occupe de tout ce qui est administration, et elle vous dit comment on arrive, comment on accède, par quels moyens. Il y a un petit test d'entrée. Sur ce test d'entrée-là, moi, je choisis 12 personnes. Alors, je ne choisis pas les champions du monde, hein. Je laisse la chance à tout le monde. J'estime qu'aujourd'hui, il faut D'accord. laisser sa chance à tout le monde pour pouvoir évoluer. L'objectif, évidemment, mon rêve, c'est d'en avoir 12 qui commencent et 12 qui terminent à la fin avec le diplôme. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça parce que fatalement, on n'est pas là pour distribuer des diplômes. Ce n'est pas du tout notre objectif. L'objectif, c'est l'évolution. C'est-à-dire que je peux très bien prendre, je vais vous donner un exemple. Il y a une année, il y avait un prothésiste dentaire qui était issu de boulangerie et il a arrêté. Et ce garçon-là, il n'avait que son CAP. Pour moi, le diplôme n'est pas important. C'est les valeurs, c'est la motivation. Ce garçon-là, on l'a pris. Même s'il n'a pas eu son diplôme en fin d'année, croyez-moi, il a beaucoup, 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 beaucoup appris. Et je pense que là, on a réussi le challenge. Le challenge, c'était qu'il apprenne et qu'il évolue. Donc, ça veut bien dire qu'il n'est pas ouvert simplement à des gens qui ont un brevet de maîtrise ou quoi que ce soit. Il est ouvert à tout le monde, mais surtout, surtout, à une motivation et une valeur humaine pour moi qui est importante pour pouvoir continuer 12 bonhommes pendant 2 ans. D'accord. Voilà. Bon, Jean-Pierre, vous avez quelque juste, chose à ajouter? ouais, juste pour te donner un aperçu, tu te souviens que José Ortega nous a parlé il y a quelques semaines. Et José Oui, Ortega, juste avant de passer son concours de de France, a fait le cours aussi du CPES. Donc, si tu veux, c'est quand même un niveau qui est relativement élevé, avec des gens qui sont la plupart du temps motivés, puisqu'en fait, il faut qu'ils se déplacent une fois par mois pendant 2 jours, monter à Paris, voilà. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est un super beau cursus de prothèse
ou, comme le dit Alain, même si le candidat à la fin ne va pas jusqu'au bout et ne passe pas son mémoire et n'a pas son diplôme, il a quand même fait un grand chemin parce qu'il y a une recherche personnelle et une recherche technique dans cette évolution. Et je trouve que c'est quand même un des moyens les plus intéressants en ce moment de pouvoir évoluer dans notre profession. Donc j'encourage tous les gens qui sont disposés à évoluer, à faire cette formation parce que c'est top. Oui, c'est une formation qui peut que faire évoluer les candidats à tirer vers le haut. C'est un peu l'objectif, quoi. C'est ça. Ben, on pensera à la délocaliser peut-être en Afrique. Ça donnera une grande chance à d'autres personnes. Et Mais on Peut-être invite, que le syndicat marocain peut organiser ce genre de choses aussi, bien oui, évidemment. pourquoi oui, alors c'est un diplôme, Mohamed, qui m'a été demandé parce que je travaille un peu beaucoup, enfin un peu avec Istanbul et la Turquie, et ils m'ont demandé de faire cette formation sur 1 an et demi. C'est pas facile à mettre en œuvre, hein, c'est vraiment pas facile. Alors pour eux, ils avaient juste un problème parce que moi j'accepte tous les gens qui parlent le français évidemment parce que les cours sont disposés en français, donc c'est pas Oui, évident. Il n'y a pas toutes les langues. Donc, un Marocain peut très bien venir tenter sa chance. Il n'y a aucun problème. Moyennant quoi, bien sûr, il faut se déplacer. Moyennant quoi, il faut s'héberger. Moyennant quoi, vous voyez, il y a quand même des contraintes. Après, le faire au Maroc, l'organiser, pourquoi pas, mais ça demande vraiment une grande organisation de pas mal d'acteurs, on va dire. Mais ben, bon, on peut dans l'avenir, On en reparlera. on peut l'institutionnaliser. Ben, je vois qu'en ligne, il y a avec nous, j'espère qu'elle est toujours là, la doyenne de la faculté de Rabat. Ben, D'accord. on lui en parlera. Si elle peut l'institutionnaliser dans le cadre universitaire, pourquoi pas. Quelle bonne bien idée. sûr. Et ensuite, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre, tout à l'heure, je vais en parler de José parce que José, vous l'avez eu, il est venu vous faire un topo sur la zircone. Enfin, c'est un garçon qui a été admirable. Et pendant qu'il a passé son CPS, en même temps, il était inscrit au concours de l'un des meilleurs ouvriers de France. Et je lui ai dit à l'époque, mais t'es fou, tu n'y Ouais. arriveras pas, c'est un peu compliqué. Mais il est tellement acharné, il a été tellement motivé que les deux lui ont brillé devant ses yeux. Et c'est tant mieux parce qu'il le mérite amplement, autant caractère, en tant qu'homme et surtout en tant que technicien, évidemment. Ouais. Ben, c'est très bien, c'est une très bonne. L'idée, elle est là, on la fera germer, on la fera développer d'ici l'année prochaine, pourquoi pas. Ouais, avec plaisir. Bonne idée. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bon, Merci. allez. Je tiens juste à dire une petite phrase en arabe pour nos amis arabophones qui nous suivent depuis le Moyen-Orient. بالنسبة للإخوان اللي كيتابعونا من الشرق الأوسط نزولا عند رغبتكم وطلب الإخوان اللي يطلبوا ترجمة للإنجليزية أو العربية، فاليوم ألان أرديك سيقدم لنا ترجمة بالإنجليزية موازية مع محاضرته، يعني غادي سيقوم ببعض التوقفات ليقدم ملخص باللغة الإنجليزية للناس الغير ناطقين بالفرنسية. شكرا لكم جميعا على متابعتكم. Merci à vous tous. Bon courage Alain. On coupe nos caméras, nos micros, on reste pas loin, on suit votre conférence et rendez-vous après la conférence. Vous allez faire votre partage d'écran et commencer. On est à côté. Merci. Merci beaucoup, c'est très gentil en vous. Merci. Voilà, donc moi je vais commencer ma petite présentation. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, à remercier le syndicat, à remercier Jean-Pierre, à remercier tous ces gens autour parce que c'est vraiment beaucoup de travail et une très grande organisation. Donc moi aujourd'hui, je vais un peu vous parler d'une technique de travail parce que c'est une technique de travail que j'entretiens depuis quelques années maintenant et puis j'ai eu beaucoup de problèmes, mais au fur et à mesure, ça s'est décanté. Et en fait, aujourd'hui, on va parler un peu de la microstratification. Alors, microstratification, ça veut dire quoi? Ça veut dire stratifier vraiment très peu. On va parler un peu de maquillage, parce que je maquille aussi. Alors, ça paraît vulgaire quand on dit maquillage, mais ça a quand même des effets et des résultats corrects. Et d'ultra microstratification. Et aujourd'hui, pendant ma petite présentation, je vais essayer un peu de vous expliquer la façon comment moi je travaille. Et pourquoi j'ai choisi de faire cette technique? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans nos laboratoires, on a de plus en plus de travail et il fallait que je gagne du temps parce que mon métier, je l'aime beaucoup.
vraiment beaucoup, mais j'aime bien rentrer aussi chez moi le soir et il fallait que je trouve une solution et à force, vous allez voir, de faire par exemple des facettes sur réfractaire, bah, ça m'a donné un peu des idées par rapport à la microstratification. Mais attention, j'ai rien inventé du tout. J'ai simplement copié des gens comme M. Rondondi, je crois qu'il le fait, et j'ai un peu regardé, je me suis inspiré, et puis j'ai trouvé entre technique à moi qui fait que bah, aujourd'hui j'arrive à allier l'esthétique. Alors encore une fois, hein, l'esthétique, j'essaie de faire de mon mieux, mais surtout une qualité de travail constante avec les nouveaux matériaux et surtout l'ère numérique. Donc, je vais un peu vous parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais vite vous présenter mon équipe parce que toutes les présentations que j'ai de la chance de faire ou toutes les cours et les conférences, c'est grâce à ces 4 personnes que vous voyez en face de vous. Notamment vous voyez Daniela, qui est mon associé depuis 20 ans. Mathieu, Alexis et Méliné, ce sont des gens qui travaillent avec moi depuis quelques années. Et Dieu merci, j'ai de la chance encore de pouvoir les garder. Donc c'est aussi, je vais leur faire un petit hommage parce que c'est grâce à ces gens-là aujourd'hui que j'ai de la chance de pouvoir faire. Alors, les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise, ce ne sont pas les résultats du travail d'un seul homme, c'est le travail de toute une équipe. C'est ce que j'étais tout à l'heure donc en train de vous expliquer. Ce n'est pas que moi et grâce à moi ou rien à moi, c'est grâce à toute l'équipe. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner aussi, vous voyez, dans mes formations, que rien ne se fait seul, c'est toujours à l'abord de différentes personnes et qu'on apprend toujours des uns et des autres. Voilà, moi je vais vous dire dans mon laboratoire, voilà avec quoi je vais travailler pour en arriver à cette technique. Alors évidemment, je ne pourrais pas tout vous expliquer aujourd'hui parce que ça pourrait durer des heures, mais la majorité des cas, moi je travaille avec ce bouquin-là. Alors des bouquins, il y en a 36 000, hein. Vous avez les bouquins de M. Ubassi, vous avez des bouquins de plein d'autres. Moi pour les formes et les états de surface, je travaille avec Yann Artaud. C'est un Allemand qui a sorti ce bouquin et toutes mes dents que je travaille tous les jours, surtout mes blocs antérieurs ou même postérieurs, eh ben, j'essaye de travailler avec ce livre et ces modèles en résine. Alors, il faut savoir que ça, c'est accessible à tout le laboratoire. Même la plâtrière peut venir regarder dedans. Et d'ailleurs, qui s'y intéresse, parce que de temps en temps, elle me demande pourquoi cette dent est comme ça, etc., etc. Mais pour moi, ça a été quelque chose de très important pour mon évolution et surtout pour cette technique de microstratification. Ensuite, il y a le kit Mio. Alors, je pense que vous en avez tous entendu parler de ce kit Mio. Alors, je vais un peu… le kit Mio, c'est très bien. Ça marche très bien. Ça marche sur la zircone et les céramiques basse fusion, type IMAX, Lisi. Ça marche très bien. On peut aussi bien maquiller en interne qu'en externe. Vous avez des pâtes de différentes opacités, petites, grandes. Alors, je les utilise tous les jours. Maintenant, il y a d'autres coffrets qui sont sortis. Je vous avouerai, je ne connais pas toutes les marques. Moi, j'ai pris celui-ci maintenant, il y a plus d'1 an et demi que je travaille avec et j'ai des résultats qui sont satisfaisants pour de la microstratification ou de l'ultra-microstratification en travaillant des pâtes, par exemple, d'une très grande opacité ou alors pour travailler des chromas. Voilà. Et je vous le montrerai au fur et à mesure du diaporama. Voilà avec quoi, donc, c'est ce fameux livre que vous avez vu pour les états et les formes. Je travaille avec cette technique de Mio. Alors, en Mio, comme je dis, il y a d'autres marques aujourd'hui qui existent et qui travaillent et qui marchent aussi bien, hein, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous parler de celui-ci parce que c'est celui-ci que je connais. Et je vais vous parler de la céramique avec laquelle je travaille tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours depuis maintenant 3-4 ans, je pense, 4 ans. Donc, c'est la Celtra Ceram de chez Dentsply Sirona. C'est une céramique basse fusion qui se monte aussi bien sur de la céramique zircone, pardon, de la céramique pressée ou des lingotins de pressé. On va en parler aujourd'hui parce que quoi qu'il arrive au niveau de la technique minimaliste, elle est aussi bien sur zircone que sur céramique pressée. Donc, c'est Ultraceram. Attention, là encore une fois, je ne veux pas qu'on fasse d'amalgame. Tous les matériaux sont beaux. Il n'y a pas de mauvais matériaux. Je pense qu'on utilise peut-être, nous, de temps en temps, on essaie de les prothésistes toujours de trouver des choses, mais je pense que tous les matériaux sont bons. Aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise céramique, il n'y a pas de mauvaise… c'est au feeling de chacun. Vous voyez, vous prenez Jean-Pierre, qui utilise l'IMAX et qui s'en sort magnifiquement bien, Monsieur Bassi, ainsi de suite. Il y a des gens qui utilisent la Lisi, etc. Et ça se passe très bien. Donc, pour moi, ce sera Celtra Céramique pendant tout le diaporama, et tout ce que vous verrez comme réalisation prothétique, ce sera cette céramique-là. Alors, évidemment, avant de commencer, je vais vous parler les fondamentaux en prothèse, c'est la coordination d'équipe
pour moi, c'est très, très important. C'est la communication avec les praticiens, c'est l'analyse et les planifications. Alors, d'abord, je vais vous parler de ces deux praticiens-là. Ces deux praticiens, ce sont un qui est spécialisé en implantologie, en haut sur votre droite, et en bas sur votre gauche, c'est des praticiens qui sont, lui qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est facettes, esthétique. Et on ne le dit pas assez, mais notre métier, c'est un métier de couple, j'ai envie de dire, d'équipe. Et moi, j'ai beaucoup appris. Mon métier, comme je vous ai dit, je l'aime beaucoup. Et je l'ai encore plus aimé quand j'ai rencontré ces personnes-là. Et Dieu sait qu'il y en a plein d'autres, des gens que je pourrais citer, avec qui on a tout simplement travaillé ensemble et ils m'ont appris le collage. Il y en a un qui m'a appris l'implantologie, pourquoi faire de la prothèse scellée, pourquoi faire de la prothèse vissée. Et Romain, lui, par exemple, en bas à gauche, il m'a surtout appris comment on colle une facette et pourquoi on la colle, pourquoi on ne la scelle pas, quel type de colle, pourquoi une facette phatique ou pressée ou revêtement réfractaire ou feuille de platine, etc. etc. Donc, moi, je pense qu'on n'en parle pas assez. Je sais, ça fait peut-être un peu bizarre pour les prothèses de voir ça, mais les praticiens, moi, avec lesquels je travaille, j'essaye toujours d'avoir toujours une intimité, alors professionnelle évidemment, parce qu'on en a besoin l'un et l'autre, mais c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, je les remercie parce que c'est toujours des gens qui ont été toujours là pour moi. Quand j'ai demandé notamment à Claude, donc l'implantologiste en haut à gauche, quand je lui ai demandé à l'époque de venir faire cours au CPS, c'est la première personne qui m'a dit sans hésiter, tout de suite je viens là pour la formation des prothésistes dentaires. Et en bas, il a fait exactement la même chose. Donc ces gens-là, je peux que les appuyer et puis leur dire merci beaucoup, quoi. Voilà, c'était un petit hommage. Donc Claude Autelin et Romain Demanja. Et la coordination, l'analyse, il est très rare qu'aujourd'hui au laboratoire, j'ai des cas comme celui-ci, comme vous voyez, et puis le praticien m'envoie les empreintes et il me dit « Vas-y, fais ton travail, débrouille-toi, fais quelque chose ». Alors ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Évidemment, il m'envoie des photos. Sur ces photos-là, alors en parlant de photos, évidemment, ce n'est pas les plus belles photos. Vous verrez ça la semaine prochaine avec Dinoli qui vous montrera des choses, mais vraiment spectaculaires. J'ai bien dit spectaculaires et des belles choses en plus, des très belles choses. Donc nous, voilà, les photos, ça s'arrête là, mais pour un diagnostic, ça suffit amplement pour diagnostiquer que nous, prothésistes, on n'est pas des magiciens, on est tout simplement des gens qui travaillent avec des mains. Et réaliser des cas comme celui-ci, c'est très compliqué. Si on ne se met pas autour d'une table ou au téléphone ou par vidéo, on ne peut pas travailler sur ces cas-là, chacun de son côté. Donc, je vous ai mis cette photo-là juste pour vous montrer il va être réalisé, on est en train de le réaliser, mais je ne vous explique pas comme c'est très difficile et c'est très compliqué. Donc voilà, juste pour vous dire que la coordination d'équipe et la planification, c'est quelque chose de très important. Évidemment, ça aussi, j'ai envie de vous dire, il y a des seuils où seule la magie peut intervenir. Nous ne sommes pas des magiciens, nous sommes des prothésistes dentaires et nous ne réinventons rien du tout. Ce que je veux dire, on n'a rien inventé, on ne fait pas des miracles, on essaye de faire des belles prothèses. Et quand vous voyez ces cas-là, personnellement, le cas de la centrale, dire, moi là-dessus, je ne peux pas faire sur la 11 notamment, je ne peux pas faire une dent définitive parce que regardez les collets des dents voisines, esthétiquement, comment vous voulez gérer ce travail? C'est très compliqué. Donc, ce qu'on a réalisé, c'était juste de dire, je vais vous faire une provisoire et puis vous verrez par la suite comment réaliser peut-être une greffe d'os, peut-être une greffe de gencive, etc., etc. Mais notre travail aujourd'hui, ce n'est pas bêtement de rester non plus à la cheville et de travailler, c'est de dire attention, sur ce travail-là, je ne vois pas l'intérêt de faire une prothèse définitive. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que nous avons décidé. Sur la photo de droite, vous voyez toutes ces vis apparentes. Alors, ce qui choquait la patiente, bien fait ou du mal fait, si vous voulez, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, c'est très important de pouvoir travailler. Je ne pense pas. Je pense que sur les deux cas-là, comme vous voyez, donc le cas en haut avec les 4 implants, le praticien voulait un bridge complet céramique. C'est une aberration. On ne peut pas faire un bridge céramique.
sûr et certain que c'est un travail soit qui va casser, soit la céramique va éclater. D'ailleurs, je n'ai pas fait ce travail. J'ai fait la photo du modèle, on n'a pas fait ce travail. Et sur la photo de droite, comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir qu'il y a des implants tout derrière. D'ailleurs, on se pose la question de savoir comment a-t-il posé ces implants en sachant que le patient ouvre la bouche pour mettre l'implant, etc. Et là, il voulait un bridge céramique que j'ai refusé de faire aussi parce que tout simplement, les implants sont positionnés sur les dents de sagesse, voire encore un peu derrière. On appelle ça donc le ptérygo maxillaire. Tout ça pourquoi? Parce que le praticien n'a pas su gérer peut-être les zones, pardon, excusez-moi, je cherche le mot, les... Oh zut, bon, comment on appelait ces zones? Oh zut, là où on fait des greffes. Bon, peu importe, c'est pour éviter les greffes, ça me reviendra tout à l'heure. C'est pour éviter les greffes, donc il a posé. Mais faire un bridge céramique là-dessus, croyez-moi, enfin ma petite expérience, mais je pense que tout à l'heure on pourra en débattre avec des experts comme Jean-Pierre ou Mohamed. Là-dessus, moi je ne fais pas de bridge céramique. Donc voilà, là aussi c'est des cas qui ne sont pas. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai tout simplement décidé, entre guillemets, avec le praticien de ne pas. On sait pas juste la belle céramique, c'est aussi la fondation, l'infrastructure. Et bien sûr, quand on veut faire des travaux entre guillemets qui tiennent la route, parce que l'esthétique, vous savez, en implantologie ou même sur dents, ce n'est pas le jour de la pose, c'est quelques années, voire quelques mois, voire quelques années plus tard. Mais la vérité n'existe que dans l'expérience, et ça, aujourd'hui, j'en suis convaincu. Travailler avec les mêmes praticiens de nombreuses années, bien se connaître, ça fait qu'aujourd'hui, on peut arriver à des choses qui peuvent être très jolies. Après, encore une fois, où est-ce qu'on place le très joli? C'est encore une définition à part. Pour moi, le très joli commence d'un modèle jusqu'en bouche. Alors, le prothésiste conçoit et fabrique les dents, le praticien les livre, mais c'est l'équipe qui leur donne la vie. Alors, j'aime beaucoup cette citation, parce que cette citation-là, c'est le praticien que vous avez vu tout à l'heure, le monsieur qui était dévoué pour venir faire à Paris, donc le docteur Claude Autelin, qui est implantologiste. C'est lui qui m'avait trouvé ça. Un jour, on était parti, c'était en 2010, je crois, faire les conférences en travail d'équipe, en binôme. Et il m'avait dit, tiens, j'adore ce truc. Et j'avais trouvé ça très bien de la part d'un praticien. Donc, je la remets sans cesse parce que c'est quelque chose, moi, que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on fabrique les dents, le praticien les livre et c'est l'équipe qui donne la vie. Donc, c'était juste cette petite citation que j'aime beaucoup. Et à ne pas oublier, évidemment, quand je mets ça, que quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon de travailler, ça se termine toujours entre nos mains. Même si vous faites une full zircone, à travers votre PC, ce sera vos mains et rien que mains. Parce que sans vos mains, même à PC, vous ne travaillerez pas. Mais évidemment, notre travail à nous, c'est un travail d'artisanat. Il ne faudra jamais l'oublier. D'ailleurs, la même chose pour les praticiens. Les praticiens qui ne sont pas habiles de leurs mains, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, vous le voyez tous aujourd'hui dans vos laboratoires, etc. Voilà, c'est comme ça. Mais la réalité, c'est qu'on travaille l'équipe avec nos mains. Voilà. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va parler un peu des matériaux au service de la cosmétique. Ça veut dire quoi? Les matériaux, aujourd'hui, on va parler de 3 techniques différentes selon les cas cliniques. Parce que selon les cas cliniques que je vais vous présenter, on va parler de 3 techniques différentes. On va parler évidemment de l'influence des matériaux. L'influence des matériaux, c'est quoi? C'est l'intelligence. 1. Et de 2, c'est le concept. Alors, d'abord, on va parler de la zircone. Évidemment, la zircone, on en entend, il y a à boire et à manger, il y a des zircones opaques, des zircones très translucides. Mais par rapport à ce que moi j'en fais, moi je prends que des zircones translucides. J'ai besoin de zircones translucides et pas de zircones opaques. Déjà, pour faire cette technique de microstratification, on a besoin de translucidité. Ensuite, évidemment de la presse. Et pour la presse, de toute façon, on va dire que c'est déjà un peu plus translucide, mais selon le lingotin utilisé, on va avoir plus de transparence ou non. Et puis, selon les marques utilisées, par exemple, je vous donne un exemple, le LT de chez IMAX ou de chez GC, de chez Evoclar ou de chez GC ou de chez Denspacer, ce n'est pas du tout les mêmes LT. Il y en a un qui va être légèrement plus transparent, il y en a un qui va être légèrement plus opalescent, etc., etc. Donc, je me sers de ces matériaux et c'est pour ça que je dis que c'est des matériaux. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des matériaux intelligents pour pouvoir gérer nos prothèses de tous les jours avec une bonne efficacité, on va dire. Alors, évidemment, la zircone, on en a parlé tout à l'heure avec Jean-Pierre, c'est notre ami José Ortega. Et José Ortega, pour moi, c'est
c'est une légende. Donc, il a fait son… Pardon, excusez-moi. Pour moi, c'est une légende parce que c'est un monsieur qui a fait, donc, comme j'ai dit à l'époque, son CPS, plus le concours Un des meilleurs ouvriers de France. Et en même temps, il a quand même écrit on va dire, un mémoire, mais qui pourrait être un bouquin aujourd'hui. Et je vous l'invite, si vous pouvez vous le procurer, ou téléphonez-lui, envoyez-lui des mails, harcelez-le, c'est d'avoir ce bouquin-là, et qui a été extraordinaire. Je n'ai pas toujours tout partagé avec lui en tant que responsable à l'époque. Je dis qu'il y a des trucs, je n'étais pas d'accord. Mais croyez-moi, c'est une Bible. Et il faut souligner que son travail, le travail qu'il a fait, José, pendant ces 2 ans, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ça a été un robot, ça a été une machine. Mais mis à part tout ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est un homme que je remercie pour tout parce qu'il m'a fait apprendre beaucoup de choses grâce à son livre. Évidemment, les matériaux que j'utilise pour la cosmétique, donc on a parlé de zircone, et c'est pour ça que la zircone, j'en parle, mais je ne vais pas vous rentrer complètement dans le cœur de la zircone, puisque José en a parlé certainement, va en parler, et en a parlé certainement mieux que moi. Donc moi, j'utilise 2 types de zircone. Alors, les zircones que j'utilise, ce sont 2 types de zircone. Vous avez une zircone de chez Katana. Alors, pourquoi Katana? Parce que moi, pour l'instant, c'est celle qui me plaît le mieux. Et celle de chez Dentsply, la Zircon XT. Alors, il y en a une qui fait une HTML et UTML. Donc, c'est pour les différentes transparences et différentes duretés. Il y en a une qui va faire 1200, 1125 mégapascales. D'accord? Il y en a une qui va faire, oh zut, pardon, excusez-moi, une qui va faire, on va dire, 1100 mégapascales et l'autre 850. Donc, pour les bridges, moi, pour tous les bridges, je prends du très dur. Et pour les unitaires, je vais prendre un peu moins dur. Je vais prendre entre 600 jusqu'à 850 mégapascales. Mais pour les bridges, quoi qu'il arrive, dans les travaux que vous allez voir, d'ailleurs, vous pourrez me poser des questions, quel type de matériaux, quel type de dureté j'ai utilisé. Alors, aujourd'hui, vous avez maintenant les multi-layers, multi-dureté. Est-ce que c'est bien oui ou non? Alors, je ne vous cache pas qu'actuellement, je suis en train de travailler avec un ingénieur. Et cet ingénieur, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir 2 duretés. C'est d'avoir une dureté de 1200 mégapascales et de 600 mégapascales. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, on trouve des disques qui ont 30% de 1000, 30% de 800, 30%. Ce n'est pas assez costaud. Et je pense que marketingement, il ne faut pas tomber dans le piège. Je pense qu'aujourd'hui, pour les bridges, il faut prendre du très, très costaud parce qu'en bouche, ça travaille. Et j'en ai essayé des multiduretés, j'ai eu des petits soucis. Je ne vous le cache pas, j'ai eu des petits soucis. Et pour moi, ce qui marche très bien, c'est le 1100, 1200 MPa. Et actuellement, on est en train de travailler avec un ingénieur où je veux qu'il réalise, évidemment, je veux, si c'est possible, 60% du disque, entre 50 et 60% du disque en 1200 mégapascales et le reste en 600 MPa. Et là, on est en train de le tester. Donc là, j'ai eu quelques moutures et on est en train de tester. Et là, on commence à avoir des résultats sympas parce que moi, mon objectif, c'est de rationaliser le laboratoire, c'est-à-dire c'est d'utiliser une zircone, une céramique pour tout rationaliser. Et là, avec ce qui est en train d'arriver, donc je ne peux pas tout à fait encore vous en parler, mais la zircone, on va la sortir, donc c'est une 1200-600, mais la 1200, c'est sur du 55%. 55%, pourquoi? Parce que si vous avez un bridge et les connectiques, elles doivent être absolument dans du 1200 MPa et non dans du 800 ou du 700. Vous pouvez me croire, si vous mettez dans le 700 ou 800, un bridge de 5-6 éléments, il claquera quoi qu'il arrive. Voilà. Et évidemment, pour ça, moi, je vais utiliser des lingotins, mais les lingotins de chez Celtra, de chez Dentsply Sirona. Pourquoi Celtra? Parce qu'ils sont renforcés. Les lingotins sont un peu plus costauds que les autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, dedans, ils sont renforcés avec un peu de zircone. Il y a un petit peu de zircone dedans qui font que l'armature, elle est un peu plus costaud. Et surtout, enfin, ça, c'est mon point de vue à moi personnel, c'est que c'est un lingotin qui est très, très opalescent. Il y a de l'opalescence énormément. Donc, même dans des petites finesses, ils ressortent très opalescents. Voilà. Donc, ils existent en HT, MT et LT. Et vous verrez que dans la plupart des cas, moi, ce que j'utilise, c'est du MT ou du LT. Jamais de HT, très rarement. Donc, ça, c'est pour les systèmes de pressé. Alors, la technique que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est une technique que vous pouvez utiliser avec vos lingotins, avec votre zircone. La seule condition, c'est que ce soit translucide. Alors, pourquoi utiliser cette technique? Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'avec le temps, et puis maintenant quelques années, en travaillant finement, je me suis aperçu que
ça me procurait de la sérénité de travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des bridges complets, je vais vous en montrer, des bridges complets sur un plan ou un bridge de 7-8 éléments, ça ne me fait plus peur. Bon, vous savez, à l'époque, on travaillait, on avait peur des bulles, on avait peur que ça craque, on avait peur, etc. Donc là, aujourd'hui, je travaille très sereinement et très tranquillement. Et par contre, ça m'a surtout apporté une rigueur de travail. Une rigueur de travail, c'est-à-dire elle est toujours la même, elle est constante, il n'y a pas d'erreur, les armatures sont toujours fraisées, c'est propre. Et derrière la céramique, il y a une étape de travail qui fait qu'au niveau qualitatif, on essaye de faire toujours mieux, mais surtout au niveau production, eh ben, c'est surtout très avantageux, quoi. Parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de perdre du temps. Pour faire face, ben, il faut aussi gagner un peu d'argent, hein, c'est-à-dire plus vous passerez moins de temps sur un travail, ben, vous gagnerez aussi de l'argent. Si vous passez 3 heures à faire une dent ou avec des valeurs de prix de vente moyenne, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a permis aussi de rationaliser un peu le laboratoire. Alors, du rêve à la réalité, hein, ça c'est une chose que je dis toujours. Il y a le rêve qu'on voit, c'est-à-dire le beau, le magnifique, ce qu'on voit, ce qu'on a pu voir. D'ailleurs, c'est très très bien et c'est très difficile à faire. Mais par contre, la réalité au laboratoire, c'est pas ça. La réalité, j'ai envie de dire, les boulots de rêve, on en a peut-être à 5% et 95%, ça reste de la production. Donc la réalité, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, il y a une réalité autour de nous à comprendre et à découvrir. Et de ne pas vouloir comprendre que la réalité aujourd'hui, c'est 95% de notre travail, c'est-à-dire c'est le quotidien, c'est ce qui nous fait manger, eh ben, ça mène à rien de pas vouloir le comprendre et essayer de faire toujours du beau, du beau, du beau. Alors, il faut essayer de faire du beau, mais il faut essayer de jongler et de trouver une corrélation entre les deux pour pouvoir justement trouver quelque chose d'équitable pour vos laboratoires. Alors, avant, on travaillait comment? Ben, on travaillait comme ça. C'est-à-dire que ces travaux-là, nous, on en a fait. Je pense que beaucoup de gens en ont fait. Là, c'était des galvanos, c'était de l'électrodéposition en or. Et là, vous voyez, c'était carrément un coping, c'est-à-dire un recouvrement uniforme à 0,3, 0,4, et il fallait monter de la céramique là-dessus. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas, ça marche très bien. À l'époque, on faisait des armatures où on se laissait beaucoup de place et on montait de la céramique, mais on se laissait beaucoup de place. À l'époque de la céramométal, on voulait éviter ce côté opaque et on voulait surtout se laisser de la place justement pour l'esthétique. Mais par contre, on avait juste un seul souci. Regardez, c'est comme là, le praticien taille, on avait juste un souci, c'est qu'on recuisait, il y avait de la rétraction, on recuisait, il y avait de la rétraction. Et je trouvais ça, alors je l'ai fait aussi, hein, là je vais vous montrer un cas que j'ai réalisé, donc sur ce travail-là, vous voyez des tailles qui sont magnifiques, enfin moi je trouve qu'elles sont magnifiques, et là-dessus, à l'époque, on réalisait nos armatures avec des belles empreintes. Alors les empreintes aussi, c'est important. Aujourd'hui, sur des empreintes comme celle-ci, on se doit de faire des jolis travaux, on n'a pas le choix. Maintenant, vous voyez, c'est des belles empreintes et on essaye de faire des belles armatures qui adaptent et une belle céramique. Alors, pour ça, on réalise nos armatures. Voilà dans quel type je réalisais les armatures à l'époque. Enfin, un des garçons que vous avez vu tout à l'heure du laboratoire. Et d'ailleurs, je leur tire mon chapeau parce que vous savez, faire une belle céramique, c'est une belle armature. Et je peux vous dire que si les armatures ne sont pas belles, la céramique derrière, elle ne sera pas belle. Donc là, il me laissait de la place selon ma convenance personnelle. Donc, je me laissais cette place-là. Mais par contre, on cuisait, on recuisait. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne disais pas que ce n'est pas bien, mais par contre, on apportait à chaque fois un matériau en plus. En général, on cuit de l'incisal. Qu'est-ce qu'on fait? On recuit de l'incisal et de l'incisal. De temps en temps, on ne sait plus, on met de l'opalescence, par exemple. Et donc, tout ça, ça a apporté que de la lumière, et ça grisonnait un petit peu. Et puis, ça aussi, de temps en temps, ça m'a un peu perturbé. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire la céramique. Alors, on faisait la céramique, on avait des résultats qui étaient corrects. Vous avez un avant-après. Vous avez un avant-après du travail. Donc, les résultats étaient corrects. Ça, c'était le jour de la pause. Et ensuite, on le voyait à quelques mois, à quelques années. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Ça marche fantastiquement bien. Regardez le résultat, je ne sais pas, moi, 3-4 ans. On a quand même des gencives qui sont magnifiques. La céramique, elle était encore jolie. L'état de surface était correct. La teinte était normale. Il n'y a pas de souci. Tout était correct. Mais aujourd'hui, on passait beaucoup de temps à réaliser les armatures, à les couler, notamment en or. On avait toujours des contraintes à gérer nos travaux. On avait des contraintes de métallurgie.
on avait des contraintes de stratification et c'était vraiment très compliqué à réaliser. Alors, je ne dis pas, je le répète, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Au contraire, c'est bien si vous arrivez à le gérer. Mais moi, à la fin, je trouvais que ça faisait beaucoup à gérer pour les gros travaux. Je vais vous montrer un autre cas sur un plan, ce qu'on faisait aussi à l'époque et que j'ai changé aussi. Donc, cette façon-là, on l'a changé de faire. Et sur un plan, j'ai changé également. Mais, encore une fois, je répète, le résultat à travers ces armatures et que je vois encore aujourd'hui, des armatures qui sont toutes fines avec des résultats qui sont juste exceptionnels, exceptionnels. Mais pour moi, c'était gagner du temps et surtout gagner de la sérénité dans ma tête. Alors, là, je vais vous montrer un cas sur un plan. Ce cas sur un plan, c'est compliqué sur un plan parce qu'il y a un implant, il faut gérer les tissus mous. Donc, on est passé par des étapes de provisoire. Je vais faire un petit aparté sur les provisoires. Vous voyez cette dent-là. À l'époque, on m'a demandé de la terminer directement et on l'a encore rebasé. Alors, regardez bien le collet. On a rebasé le collet et à partir de ce moment-là, le praticien a pris une empreinte. Donc, à l'époque, le praticien, il a pris son empreinte. Alors, l'empreinte, on l'a fait comment? Il dévisse la dent provisoire. Il y a différentes techniques de réaliser cette empreinte. Vous avez la première technique qui consiste à dévisser la provisoire, à positionner le transfert. Moi, je demande à mes praticiens une radio de contrôle, tout simplement, pour voir si le transfert est bien en place. Et une fois le transfert en place, le praticien injecte du composite flow autour, mais très vite. Pourquoi? Parce que sinon, la gencive elle a tendance à se refermer. Donc, il injecte du composite. Et ensuite, on pourra couler notre modèle avec une fidélité extrêmement, j'ai envie de dire, fidèle à la réalité. Donc, à l'époque, on était passé par le système de chez Nobel Biocare. C'était donc le système ASC de chez Nobel Biocare. C'était pour redresser les axes. Alors là, je vous ai fait 2-3 petites vidéos pour voir comment on pouvait redresser les axes sur un plan. Qui est aujourd'hui réalisable avec les logiciels que vous avez et qui marche très bien. Voilà, on pouvait donc travailler en vestibulo-palatin ou en mésial distal de la dent pour le puits de vissage. Sinon, le puits de vissage était vestibulé. Donc voilà, là, je vous ai fait des coupes de photos. Donc voilà les armatures qu'on réalisait. Encore une fois, elle est critiquable. On peut l'aimer ou on ne peut pas l'aimer. Pardon, excusez-moi. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'à l'époque, on faisait des armatures, on se laissait beaucoup de place. Et donc, on était à l'étape de la stratification. Et à l'étape de stratification, surtout pour les antérieurs, c'était compliqué. Donc, on avait fait un essayage biscuit. Sur cet essayage biscuit-là, on l'envoie au praticien qui valide la forme, les volumes, la couleur, etc. Donc là, ça a été validé. J'avais fait quelques petites retouches. Ensuite, je l'avais glacé mécaniquement et puis je l'avais renvoyé au cabinet dentaire. Et celle-ci a été placée en bouche. Et ce qui est important et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas le jour de la pose qui est important, c'est vraiment à quelques mois, voire quelques années, pour voir si la gencive elle est bien stable, pour voir si la céramique reste stable aussi, parce que de temps en temps, on peut avoir des chippings. Et donc, par rapport à ça, on a appelé le patient à quelques mois et puis on l'a appelé, donc vous voyez l'armature. Juste une petite parenthèse, au niveau implantologie, toute la partie transgingivale, il faut que ce soit polymiroir. Polymiroir, ça veut dire poly comme un miroir, pour éviter les bactéries, etc. Et aussi pour que les tissus mous viennent se coller sur cette zircone et à long terme rester, j'ai envie de dire, accroché sur cette zircone. Ce qui, par contre, n'est pas le même cas si vous la réalisez en pressé. Donc, il est plus favorable et il faut favoriser la zircone en implantologie que la pressée. Voilà, c'était juste une petite aparté. Et voilà, elle est venue 3-4 ans plus tard, je ne sais plus, 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Bon, on peut s'apercevoir que l'intégration, elle est correcte. Et que, bon, voilà, aujourd'hui, quand je vois cette dent, je vois les défauts que je ne referai plus. Mais dans l'ensemble, la patiente est contente, le praticien était content, et fatalement, moi, j'étais content. Alors, là, on peut dire effectivement que le boulot esthétiquement, il a été réussi. Pourquoi? Parce qu'à la base,
La provisoire était bien gérée. Alors, avant la provisoire, l'appelant a été bien posé, la provisoire a été bien gérée, l'armature a été réalisée par rapport à un cahier des charges bien précis, donc la convexité, la partie transgingivale polie. Donc, tout a été respecté. Et puis, aujourd'hui, cette dent-là, elle tient et c'est fantastique, et pourvu que ça dure. Et qu'est-ce qui m'a fait emmener à la prothèse minimale, c'est-à-dire la microstratification? C'est tout simplement les facettes. Un jour, je réalisais plein de facettes. Comme tout le monde, je pense, on réalise des facettes, quelle que soit la facette. Là, je vous ai mis un exemple de facette. C'était une facette sur revêtement réfractaire. Alors, petite parenthèse, je ne dis pas que sur feuille de platine, j'en fais, mais je préfère sur revêtement réfractaire parce que, et c'est encore une fois mon opinion personnelle, les personnes qui vont faire des feuilles de platine vont dire que c'est mieux, mais ça dépend de la taille. Moi, personnellement, j'adore le revêtement réfractaire parce qu'on peut aller loin et voilà, pour moi, c'est précis, surtout au niveau des limites proximales, c'est un peu plus précis. Mais c'est mon avis personnel. Je ne dis pas que le reste n'est pas bien. Bien au contraire, c'est très bien aussi. Donc là, on a réalisé une facette sur cette latérale, en fait sur les deux latérales, sans tailler les dents, c'est ce qu'on appelle du no prep. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire la même chose sur des cas implantaires. Mais la seule chance que j'ai aujourd'hui, et qu'on a, nous tous confrères aujourd'hui, dans cette nouvelle ère numérique, c'est qu'on a des matériaux intelligents, zircone translucide, et des matériaux pressés intelligents. Et c'est de là où je me suis dit, tiens, pourquoi pas remplacer cette dent en dessous par une armature et venir stratifier très légèrement, notamment comme sur les facettes. Et c'est de là où ça m'a un peu travaillé. Alors, j'ai eu plein d'échecs, bien évidemment, mais j'ai eu aussi des beaux résultats. Évidemment, je vais vous montrer des belles choses, mais je vais critiquer aussi mes choses, vous allez voir, je pense que j'aurais pu faire différemment aussi. Donc voilà d'où est venue un peu cette façon de voir et façon de faire les choses, de travailler très minimaliste. C'était grâce aux facettes, en fait, tout simplement. Donc, la réalité, c'est qu'elle est devenue de là. Et maintenant, comment on travaille? Alors maintenant, c'est les matériaux, encore une fois, comme je vous ai dit, intelligents. Donc, on travaille différemment. Et là, je vous ai simulé pour vous expliquer un peu comment je travaille, parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous équipés certainement de systèmes 4CAM. Et même si vous ne l'êtes pas, ça peut vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Mais j'en suis sûr que vous êtes tous équipés d'un système 4CAM. Et là, je vous ai fait un exemple pour vous expliquer la façon comment je travaille. Premièrement, c'est que là, j'ai fait une antérieure, mais ce qui est valable pour une antérieure sera valable pour un travail de plus grande étendue ou ce que vous souhaitez. Ou sur un plan, ça marche aussi. Donc là, c'était une antérieure. Et là, à travers mon logiciel, alors encore une fois, je vais mettre une parenthèse par rapport au logiciel machine. Toutes les machines sont bonnes, tous les logiciels sont bons. On est bien d'accord là-dessus, parce que moi, je trouve qu'Exocad est bien, DentalWings est bien. Moi, j'utilise de Dentsply Ceradan, je crois que c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est l'Ineos X5, le scanner et le logiciel qui va avec. Et ça marche très bien, moi, ça me va bien dans mon laboratoire. Après, il est peut-être limité par rapport à d'autres, ou d'autres par rapport à limité à celui-ci, etc. Mais somme toute, tous les logiciels aujourd'hui sur le marché, je pense qu'on arrive à gérer 80% à 95% de notre production journalière. Donc, on a scanné cette centrale. Sur cette centrale-là, je vais venir faire une petite découpe. Alors, comment ça se passe, la petite découpe? Vous voyez, en haut, vous avez la dent. En bas, la partie orange, c'est la partie qui va être découpée. Et cette partie-là, je vais la découper. Alors, on va faire une réduction de 0,30. 0,30. Ce que vous avez en haut, l'orange, il n'est pas encore, si vous voulez, c'est pas encore le cutback, il n'a pas été réalisé. Il est réalisé que sur la deuxième photo. Et je ne laisse que 0,30 de place. Et en fait, ma dent finie fera moins d'1 millimètre. C'est-à-dire que dans les 0,9, il y aura l'armature plus la céramique. Donc, je ne me laisse pas beaucoup de place. Et vous allez voir, le cas, je l'ai réalisé. Donc, on l'a fait. Voilà, par rapport au bord libre. Et vous avez deux façons de faire. La première façon, ça va être, vous avez la dent en haut qui est complète, mais qui a une légère réduction, et en bas avec des mamelons. Alors, je vais vous dire, ça dépend de deux écoles. Et ça dépend surtout d'une chose, ça dépend de la couleur de la dent. Si la dent elle est très translucide au niveau du bord libre, évidemment, je vais me laisser de la place et faire des petits mamelons, et je vais vous montrer comment je fais. Alors, je ne le fais pas sur le logiciel parce que
on va passer trop de temps à découper. Et moi, j'ai envie de vous dire, comme vous, on n'a pas forcément tous les jours le temps de découper à mini. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fraise la dent et on le fait quand elle est sous forme de craie avant syntérisation. Et je vais vous expliquer. Donc, il y a deux façons de faire. Vous avez la première façon qui est tout simplement donc faire une dent plane, tout simplement, et une façon avec des petits mamelons prédéfinis, tout encore une fois pour moi de la transparence de la dent. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va se laisser 0,6 mm d'épaisseur, pardon, excusez-moi, 0,6 mm d'épaisseur. 3 partout, c'est pas comme une imprimante, ce que je veux vous dire. Donc, une fois qu'on aura réalisé nos armatures, on va les fraiser. Donc, moi, je vais partir sur ce principe-là. Je vais vous la fraiser 2 fois. Et donc, voilà comment ça se passe. Vous avez la première partie en craie où vous pouvez travailler avec des fraises pour délimiter vos mamelons et pour laisser passer la lumière. Ou alors, vous avez la partie sur votre droite, une dent qui est tout à fait normale, d'une forme normale et sur laquelle je vais venir stratifier. Voilà, après syntérisation. Alors, il faut savoir que la syntérisation, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, la syntérisation rapide, elle n'a aucune signification. Pour moi, les meilleures synthérisations et les meilleures qualités de zircone que vous pourrez avoir, c'est une longue syntérisation. De toute façon, je pense qu'à un moment donné, vous arrêtez de travailler la nuit, donc vous balancez vos préparations sous forme de craie pour le four à synthériser. Et moi, je synthérise au-delà de 15 heures, maximum 15 heures, mais au-delà de 10 heures, c'est sûr que ce soit une unitaire ou des bridges. Je fais tout au-delà de 10 heures, pas de syntérisation rapide. Et c'est là où moi, personnellement, je vois les bons résultats de la zircone. Et une fois que c'est fraisé et syntérisé, là, on pourra attaquer la partie stratification. Donc, à cette étape-là, il y a deux solutions. Soit vous maquillez l'armature pure, donc là, on est parti sur un 1-2. Encore une fois, c'est un exemple que je vous montre pour que vous compreniez bien la partie, j'ai envie de dire, technique. Donc, on peut venir avec Mio ou alors avec les courants de la céramique que vous utilisez, les stents de la céramique que vous utilisez. Vous pouvez venir colorer la partie collée pour venir assombrir donc, le chroma ou alors venir faire des petites caractérisations. À cette étape-là, vous pouvez déjà. Ensuite, vous stabilisez la cuisson. Et une fois que c'est fait, voilà ce que vous avez. Moi, j'ai travaillé sur les deux armatures, juste pour vous montrer, voilà ce que ça donne et la forme finale de l'armature une fois qu'elle est maquillée au collet pour avoir la teinte. Voilà ce que vous avez. Donc, logiquement, on va se retrouver avec une dent finie de cette envergure-là. Alors, comment ça se passe? N'oubliez pas, en haut, avec la découpe, toujours se mettre sur la découpe du bord libre intérieur et pas du bord libre extérieur, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour pouvoir stratifier. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, la première partie que je vais mettre, c'est de la dentine. Mais je vais travailler de la dentine la plus finement possible. C'est-à-dire, je vais commencer à mettre entre guillemets, des opaques dentines, parce que oui, il faut en mettre des opaques dentines pour freiner un peu la lumière. Je vais mettre un peu de dentine et je vais mettre de la dentine désaturée. Ensuite, vous voyez bien sur les photos du bas qu'au niveau de la face occlusale, en vue occlusale, ma dentine, elle est encore sur le bord derrière, le bord libre derrière. Et vous apercevez de profil que mon bord, il est encore. Donc, ça veut dire qu'on a stratifié très finement. C'est vraiment très, très fin. Ce que je veux dire, d'ailleurs, sur la photo en haut à droite, vous voyez sur le mamelon du milieu, entre guillemets, vous voyez bien qu'on voit un petit peu l'armature en dessous. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas grave du tout. Ensuite, on va commencer à mettre des effets de bleuté, des effets d'opalescence. L'objectif, c'est de faire ça tranquillement, mais que ce soit fait en une cuisson. Ensuite, vous mettez un peu des effets bleutés, vous mettez de l'opalescence. Et encore une fois, on contrôle les épaisseurs. Alors, on va contrôler les épaisseurs au niveau de la vue vestibulaire sur la photo en bas sur votre gauche. Et vous apercevez en vue plongeante que notre bord libre, il est toujours derrière. Il faudra se laisser de la place un petit peu pour l'incisale. De profil, on est encore sur le bord derrière. Et en vue occlusale, regardez, on est encore décalé en arrière, ce qui nous faudra de la place pour l'incisale. Et ensuite, on va mettre entre l'incisale
et la dentine des tout petits effets, des effets opaques ou pour rejeter la lumière, pas que de l'absorption, parce qu'on a déjà de l'absorption, il va falloir rejeter un peu de lumière. Et ensuite, on met un petit peu d'incisal, et vous voyez qu'avec l'incisal, eh ben, on est carrément au même niveau que la dent. Alors, on peut être très légèrement surdimensionné, très très légèrement, parce qu'on n'aura pas une grande rétraction. Et ensuite, ben, voilà ce qui se passe. On va encore découper pour remettre des effets, et ensuite on met l'incisal. On mettra des découpes et on mettra de l'incisal. Et donc, quand on regarde les photos et qu'on les analyse, eh ben, on s'aperçoit tout simplement que l'incisal, la forme finale de la dent, elle est très légèrement surdimensionnée. Mais ce n'est pas énorme, elle est très légèrement surdimensionnée, comme vous pouvez le voir sur la photo, en bas, à droite, et en vue vestibulaire. Et ensuite, ben, on va cuire. Alors, les cuissons. Les cuissons, c'est quelque chose de très, très important. Vous pouvez utiliser la plus belle céramique du monde, vous pouvez la stratifier d'une manière très délicate et d'une manière très approfondie. Si votre cuisson, elle n'est pas réglée et elle n'est pas réalisée, j'ai envie de dire, intelligemment, votre céramique, elle en sortira rien. Moi, personnellement, mes temps de cuisson, si c'est 750, je vous donne un exemple, je les augmente entre 15 et 20 degrés. Et le temps de maintien, je ne fais jamais 1 minute. Je fais toujours 1 minute et demie en première cuisson pour que ce soit cuit à cœur. Alors, sur des fines épaisseurs comme celle-ci, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Par contre, si vous avez beaucoup de masse à stratifier, notamment en implantologie, dans ce cas-là, mon temps de maintien, je le monte à 2 minutes pour que ce soit cuit à cœur et pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, après la première cuisson, après, on va passer directement aux états de surface. Il faut savoir que les états de surface, personnellement, je les réalise qu'avec des fraises de turbine. Je travaille que les fraises turbines, je ne travaille pas une fraise classique parce que tout simplement, c'est tout petit et ça me permet de tourner autour de mes éléments plus facilement. Ensuite, au niveau des tracés, donc les lignes de fuite, mésiales, distales, les bombées, la macrogéographie, microgéographie, moi, je peux vous expliquer comme vous voulez. Vous avez des gens qui font ça à merveille. Vous avez certainement vu des présentations. On peut passer énormément de temps. L'objectif, ce n'est pas de passer énormément de temps là-dessus, c'est de comprendre la technique. Pour ça, vous avez certainement M. Ligavian qui vous a montré des belles choses. Vous avez certainement aussi le livre de M. Gérald Dubassi qui est extraordinaire, forme, état de surface. Jean-Pierre qui vous a montré des belles choses. Enfin, je pense que tout le monde vous a montré des belles choses. Mon objectif, ce n'était pas de passer du temps là-dessus parce que là, je vous ai tracé, entre guillemets, vulgairement pour vous expliquer que les lignes rouges, c'est les lignes de fuite. Il faut les tracer, les lignes de la microgéographie et ensuite, polissage. Moi, mes cuissons s'arrêtent là. Ça ne vous empêche pas aujourd'hui de faire, si vous voulez, une deuxième cuisson. Ce n'est pas un problème. Moi, j'essaie d'en faire une, forme et je glace. Ou alors, vous pouvez rajouter au glaçage. Ensuite, voilà la dent finie. Une fois qu'on a réalisé nos états de surface, une fois que c'est fait, on glace la dent. Et là, vous pouvez vous apercevoir des états de surface, vous pouvez vous apercevoir de l'opalescence, vous pouvez vous apercevoir qu'au niveau volume, on a respecté l'enveloppe naturelle des dents de chaque côté. Et je vous ai pris aussi une photo avec le compas d'épaisseur. Et sur ce compas d'épaisseur, vous voyez bien, on est à 0,9 au centre de la dent, c'est-à-dire au niveau du bord libre du tiers supérieur de la dent. Là où on a besoin j'ai envie de dire, d'absorption lumineuse. Donc, vous voyez, on n'est pas épais, on est à 0,9. N'oubliez pas, on avait 0,6 d'armature. Donc, ça veut dire qu'on a stratifié entre 0,3, 0,4, voire 0,5 maximum. On n'a pas fait plus. Parce qu'aujourd'hui, j'en vois pas l'intérêt avec tous ces matériaux. Donc, le principe et le système de cette technique, c'est ça, c'est de travailler finement le plus longtemps possible pour avoir toujours des résultats et éviter aussi les surcuissons de céramique, surcuisson. Là, on va passer à des cas concrets, des cas réels, avec des scans que je vais vous montrer. Vous voyez, ça sont des cas qu'on a fait avant le confinement. Et j'ai eu la chance de pouvoir refaire des webinaires et je n'avais pas le travail fini. Là, je l'ai fini, puis je vais pouvoir le montrer puisqu'on l'a terminé après le confinement. Donc, regardez les armatures. Les armatures, comme vous voyez, elles sont épaisses. Ce n'est pas des armatures toutes fines. Elles sont carrément fermées. Donc, en dessous, on avait des inlécors. Donc là, évidemment, sur ce travail-là, comme le praticien voulait une armature de 24 à 25, enfin, il y a des implants, pardon, donc de la 12 à la 15. Donc ça, je l'ai fait en 1200. Je l'ai fait en 1200 mégapascal. Alors, j'ai utilisé
c'est que là, dans ce cas-là, il y avait un plan aidant. Donc, la photo en haut à droite, c'est la photo finish, j'ai envie de dire. J'ai fait une cuisson et après, au glaçage, j'ai un peu rajouté du colorant Mio. J'ai rajouté, enfin, tout bêtement. Et tout ça, c'est sorti quasiment en une cuisson finie. Voilà le travail abouti en microstratification. Vous voyez, là, j'ai mis 0,5. J'ai mis 0,5 de microstratification avec des bords. On va dire, bon, j'ai envie de dire, le patient est très content. Le praticien était très content. C'est rentré facilement, esthétiquement. Surtout, moi, ce que j'ai gagné, encore une fois, ça a été la sérénité de travail. Je n'ai pas passé énormément de temps dessus parce que j'ai stratifié et ça m'allait très bien. Mais voilà, le travail est correct. Esthétiquement, c'est correct aussi. Et puis, c'est sûr, on peut passer énormément de temps dessus, mais ce n'est pas ma façon et ma philosophie de travail. Quand il faut, je le fais. Mais sur des cas esthétiques, on essaye de se débrouiller. Alors, comme vous voyez, la 13, elle est un petit peu sortie. C'est du fait qu'il y a le puits de vissage. Le puits de vissage qui vient un peu déranger au niveau du bord libre. Voilà un autre travail qui a été réalisé, donc avec un scanner de chez Dentsply. Mais cette fois-ci, comme vous pouvez le voir sur l'image, je n'ai pas scié de die. On a scanné directement l'empreinte parce que c'était une belle empreinte que vous pouvez voir en haut à gauche et les limites étaient visibles. Et on a tout fait en one shot. On n'a pas fait d'essayage armature, on n'a pas fait, d'essayage, on n'a pas scié les die. Moi, mon objectif dans ces cas-là, avec les nouveaux projets numériques, les nouveaux scanners, les nouveaux zircones, enfin tous ces matériaux qu'on a, c'est de rester, le plus simple possible pour faire des belles choses. Si vous voulez, dans ces cas comme ça, on a évité de scier les moignons. La seule différence, c'est que le praticien a utilisé le Ditramax. Et le Ditramax, ça m'a permis d'avoir l'horizontalité et la verticalité tout de suite du premier coup. C'est un cas qui a été fait empreinte. On a coulé les empreintes. On n'a pas scié, comme vous pouvez le voir. Comme ça, j'avais la gencive aussi pour mes profils d'émergence. Mais c'était des très jolies tailles d'ailleurs. Et donc, on a tout géré en zircone. Et on a géré en zircone, qui faisait à peu près 700 mégapascales, 700-800 mégapascales, translucide. Et comme vous pouvez voir sur la photo du bas, la centrale, la 11, c'est la forme finale de la dent. Je vous ai fait cette photo pour vous montrer un peu comment je travaille, entre guillemets, le cutback. Donc la 11, c'est la dent finale. Et tout le reste, c'est des cutbacks. C'est des cutbacks à minima. Et ensuite, là-dessus, je suis venu stratifier directement sur le modèle et ça a été mis en bouche. Donc, voilà le travail fini, sans aucun die coupé. Voilà, vous voyez les limites, la limite avec la gencive. Ce que je veux dire esthétiquement, on a quand même, je pense, réussi à gagner au niveau temps. Au niveau esthétique, c'est correct. Au niveau occlusion, on était parfait. Et au niveau de l'horizontalité verticalité, c'était bien. Le patient, il les a posés le même jour et le patient est parti. Moi, j'ai gagné du temps, j'ai gagné de la facilité de travail, j'ai gagné en esthétique grâce aux nouveaux matériaux. Et surtout, ça m'a permis d'aller vite et pas passer 2, 3, voire 4 cuissons et avoir ces difficultés-là. Là, je vais vous parler d'un cas un peu plus complexe. Ce sont des cas donc en implantologie. Vous savez qu'en implantologie, c'est compliqué. Là, je vais vous présenter un cas en implantologie, un bimaxillaire. Comment je les gère. Est-ce qu'on gère la fonction? Est-ce qu'on gère l'esthétique? Ce patient-là, il portait ce bridge complet au bas depuis quelques années. Et avec l'occlusion, l'affaissement des résines, l'affaissement des dents en résine et en composite, on va dire résine composite, et tout simplement, les dents, elles ont commencé à sauter. Il y a eu un affaissement de la DV. Et donc, le praticien s'est retourné vers moi et m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je proposais des bridges zircone. Alors, bridge zircone, haut et bas, c'est dangereux, ça peut casser. Et là, j'ai envie de vous dire oui et non. Tout dépend de la conception et tout dépend de la façon comment c'est cuit. Et là, il y a un expert qui peut vous en parler de ça, c'est Jean-Pierre. Il vous en parlera tout à l'heure parce que lui, il en fait beaucoup plus que moi. Et je pense que j'ai aussi appris à cuire mes céramiques un peu grâce à lui aussi parce qu'il en fait beaucoup, beaucoup. Et j'ai dit, on peut le faire en zircone et bas. Alors, le praticien était un peu réticent, mais on l'a fait, on l'a réalisé. Et donc, le patient est venu, on a démonté. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer plutôt la fonction, on va gérer plutôt l'esthétique ou on peut gérer les deux? Eh bien, figurez-vous qu'avec ces nouveaux matériaux, la nouvelle technologie, on peut gérer les deux. Et c'est sur ce travail-là que j'ai fait de la microstratification,
l'ultra-microstratification et du maquillage. Et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et sur un autre travail au niveau implantologie, ça c'est un autre travail cerveau. Là, j'ai fait de la microstratification gencive que je vais vous expliquer. Voilà le cas au EBA que je vous parlais tout à l'heure. Excusez-moi. Donc, ce cas-là, il a été démonté. Nous avons réalisé évidemment des clés en plâtre. Le deuxième cas, c'est un travail sur un plan du système Antogir. Le premier cas, c'est un cas de chez Nobel, donc Antogir. Et c'était les nouveaux Axine, InLink. C'est un nouveau concept, vous allez comprendre. De toute façon, ça reste un implant. Un implant, ça reste un implant. C'est une vis avec un accastillage prothétique par-dessus. Mais vous allez vite comprendre. Donc, sur le premier cas, on réalise toujours des clés de validation. C'est très important. Je ne valide pas un travail dans mon laboratoire sans clé et sans radio. Je serai vous, je demanderai juste une radio. De toute façon, le praticien est obligé de faire la radio pour vérifier si la clé adapte bien en bouche. Donc, vous lui demandez une copie de la radio qui vous l'envoie par mail. Pourquoi? Si demain, ça casse, si demain, vous allez voir un fabricant, votre fabricant qui vous l'a géré, on verra que la radio a été faite et a été faite dans des bonnes conditions. Alors, il faut savoir que ce genre de cas-là, moi, je ne fraise pas les gros boulots comme ça, je les envoie aux fournisseurs de chez Nobel Biocare, notamment pour ces cas-là, et de chez Antogir. C'est des cas, c'est très difficile à synthétiser. Dans la production journalière de tous les jours, j'ai qu'un seul four de synthétisation, j'en ai pas 2 ou 3. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, ces cas-là, je les envoie et c'est eux qui le gèrent. Je me protège. Alors, me protéger, ce n'est pas tout de suite conflictuel. Ça veut dire tout simplement que je me protège vis-à-vis de mon praticien et je me protège de mon fournisseur pour dire donnez-moi une radio. Si demain il y a un problème, au moins ils verront qu'on a fait une clé de passivation, c'est-à-dire une clé en plâtre. Alors, beaucoup me diront on fait une clé en résine. J'ai envie de vous dire, personnellement, ma petite expérience, je vous dis non, prenez du plâtre qui casse, mais pas du classe, pas du Fujirote, pas du plâtre classe 4 pour faire vos dailles. Il faut que ce soit un plâtre cassant. Ensuite, nous, on réalise un Ditramax, je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ça, c'est le docteur Patrice Margossian de Marseille. Jean-Pierre pourra vous en parler mieux que moi, il le connaît mieux que moi. C'est un monsieur qui a inventé, alors juste pour schématiser, ça reste un arc facial entre guillemets, mais qui est reconduit sur le modèle. Et grâce à ça, on coule le modèle, on envoie le modèle au praticien qui, lui, fait ses tracés par rapport à la ligne bipupulaire, les plans, etc. Donc, il le trace sur le modèle et quand vous le mettez en articulateur, vous le mettez par rapport à l'horizontalité et la verticalité. D'ailleurs, si vous avez fait attention, vous avez pu remarquer que sur le dernier cas que je vous ai montré, il y avait une croix sur le modèle. Et bien, ça correspond à ce fameux Ditramax. Donc, ensuite, on va passer à l'ère numérique, j'ai envie de dire. Comment on a réalisé ces armatures? Comment j'ai réalisé ces armatures? Donc, c'est un cas qui date maintenant de plus de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Donc, j'ai envoyé ce cas chez Nobel, j'ai scanné, et comme vous pouvez le concevoir, à gauche, on a scanné d'abord une maquette en cire, et de cette maquette en cire, on a réalisé un cutback. Mais à l'époque, chez Nobel, ils utilisaient une zircone qui n'était pas très jolie, mais c'était comme ça. C'était une zircone qui était à 1100 ou 1200 MPa. Elle était un peu opaque. Et je me suis dit, c'est pas grave. Donc, il fallait qu'on joue entre l'esthétique et la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a designé l'armature. Cette armature-là, je l'ai envoyée chez Nobel Biocare, qui, eux, l'ont fraisée. Et me l'ont renvoyée. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement fait 3 étapes. Sur ces 3 étapes, on a fait une technique d'ultra-microstratification sur les phases vestibulaires des prémolaires et des molaires grâce, on va dire, à Millau ou grâce un peu à la céramique mélangée avec Millau. Devant, on a fait une technique de microstratification, c'est-à-dire à 0,4, 0,5, comme vous le savez, ou 0,6, peu importe. Et au-dessus, sur la face occlusale, on a fait une technique de maquillage. Alors là, il faut utiliser des maquillants qui sont un peu costauds, avec différentes opacités. Pourquoi? Parce que c'était une zircone qui était légèrement opaque. Je le savais, le praticien le savait. Mais il fallait trouver un choix entre la correspondance, j'ai envie de dire, clinique, prothétique, fonction, esthétique, il fallait choisir. Et on a choisi la dureté. Donc, à l'époque, il y a peut-être 2-3 ans, Nobel, dans leur production sur leur site aux États-Unis, n'avait pas une zircone translucide. Ce n'est pas grave, on a fait avec. Sur ces travaux-là, je préfère avoir une garantie, je vous le dis franchement. Donc, on a maquillé les faces occlusales. Donc, c'est ce que je vous ai dit. À l'époque, le matériau utilisé en zircone, il y avait la résistance de 1200, donc c'était
pour des complets, hein, type avec il n'y avait que 4 couleurs. Il y avait du white, du light, du medium et du dark. Ou alors il y avait des zircones un peu plus transparentes, mais donc de la fameuse HTML. Donc c'était que pour 5 unités. Mais sur des briques sur un plan, je vais me croire, faites du très costaud, du très très costaud, quitte à ce que ce soit opaque ou stratifié ou maquillé, mais faites du costaud. Et donc, moi, je pars toujours sur une couleur pas blanche, mais toujours light. Sur ce travail-là, on est passé sur du light. Donc, voilà les armatures en bouche qui ont été renvoyées par le fabricant. Donc, on a fait un essayage armature, juste pour régler les points d'occlusion, etc., etc. Et donc, regardez ces armatures. Alors, c'est sûr, ça peut faire. C'est des armatures qui font peur, qui disent waouh, mais j'ai pas de place du tout pour la stratification. Eh ben, moi, j'en ai déjà assez de la stratification. J'en ai assez à faire, et surtout, ben, j'ai de la place correcte. Et pour moi, j'ai assez de place. Donc, c'est parti au niveau essayage et réglage. On demande à ce qu'il y ait une radio. Je demande à ce qu'il y ait une radio qui m'envoie juste une copie par mail. Et donc, vous pouvez vous apercevoir que ce sont des très, très grosses armatures. Donc, qui dit grosse armature va dire attention à la cuisson, au refroidissement lent, etc., etc. Donc, contrôle radio pour voir que tout est à fond. On regarde un peu les points d'occlusion. Évidemment, alors les points d'occlusion, on peut en discuter là aussi pendant des heures et des heures. Mais grosso modo, on travaille avec un gros papier et un papier extrêmement fin. Les deux points qui se superpositionnent, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche en haut, vous apercevez qu'il y a deux points qui se croisent. Ce point-là, on l'élimine. On ne laisse pas deux points qui se superposent parce que ça va créer de la fatigue et ça peut créer donc de la casse, du chipping. Alors, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas de chipping. Avec cette technique-là, je n'ai pas de chipping. Je peux vous promettre, je n'ai pas de chipping. Donc, on supprime les points de contact. Le praticien me dit qu'effectivement, il a fait un réglage. Une fois revenir au laboratoire, on fait attention donc à l'occlusion, comme vous pouvez le voir avec toujours le même espace. Et ce qui est très important quand vous réalisez, si je peux me permettre, grâce à des adjointistes, et d'ailleurs je tiens à remercier mon ami Émile Ancinard, parce que c'est un adjointiste pour moi qui est hors pair, et puis il y en a plein d'autres que j'oublie de citer, mais qui m'ont beaucoup appris, les frères Santos, il y a Yves Gastard, tous ces gens-là. Donc quand vous travaillez le plan occlusal, les pans vestibulaires, ne les fermez pas, ouvrez-les bien pour la guidance, pour pas que ça bloque votre bridge et pour avoir des zones de fracture. Donc ce qui est important, c'est de bien ouvrir. Vous pouvez voir sur les photos que les pans de vestibulaire de chaque dent est ouvert. Donc, il est à plus de 33 degrés. Ne les fermez pas, sinon vous allez bloquer l'occlusion. Et grâce, on va dire, à ça, on n'a pas trop de soucis. Donc, vous voyez, là, sur cette photo plus proche, vous le voyez mieux. Vous le voyez mieux, excusez-moi. Voilà, vous voyez mieux sur cette photo-là, le pan vestibulaire, il est ouvert et il n'est pas fermé. Ce qui est important, c'est bien de le laisser ouvert pour le glissement du côté travaillant ou même non travaillant pour venir interférer sur soit la céramique, soit l'armature. Donc ensuite, une fois qu'on a un peu meulé au laboratoire, il faut absolument régénérer votre zircone. Et donc la zircone, vous la gérez 1000-1050 degrés pendant 20 minutes. Alors c'est sûr, ça ne va pas la régénérer comme vous la régénérez dans votre four de sinthérisation, mais ça va quand même la travailler. Et ensuite, on va commencer à faire de microstratification. La première des techniques, je mets une fine couche de céramique que je cuis beaucoup plus haut avec un temps de maintien de 2 minutes pour que la zircone soit bien en adéquation avec la céramique, qu'elle soit bien cuite doucement avec un refroidissement lent. Alors évidemment, j'ai utilisé de la saturation au niveau des collets, au niveau des papilles. Donc vous voyez, une première cuisson comme ça peut durer jusqu'à 40 minutes dans mon laboratoire, chez moi. Et croyez-moi, ça, c'est la ceinture de sécurité du travail pour éviter les chippings. Oula, qu'est-ce qui se passe? Alain, il faut repartager l'écran. Vous avez perdu le partage d'écran. Ah, pardon, excusez-moi. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. J'ai carrément perdu la conf là, non? Excusez-moi, j'ai perdu la conf là, je crois. Relance la conf, Alain, relance. Relance-la. Ok, ben c'est ce que je fais.
Je suis désolé. Est-ce que je sais? Voilà. Donc, C'est pas grave. excusez-moi. Prenez le temps de revenir à la diapo où vous étiez. Pas grave. On était là, je crois. Je C'est vais bon. attendre les autres, peut-être. C'est bon? Non, c'est bon. Si vous y êtes, vous faites votre partage. C'est bon. Donc, excusez-moi, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je peux reprendre là ou… Oui, allez-y. C'est bon. On attend que vous, c'est bon. Ok. Donc excusez-moi, voilà, je sais pas, il y a eu un petit bug informatique. Donc, je reprends. Donc, ma première cuisson, là, c'est la première cuisson de connexion. Elle peut durer, Il n'y a pas jusqu'à encore de 40 minutes. partage. Vous n'avez pas Allez. encore partagé. Comment je fais? Mais je comprends pas. Vous l'avez ouvert, il faut passer par partage d'écran. Vous n'avez pas encore partagé. Là, c'est bon, là. C'est parfait, là. Vous y êtes, c'est bon. C'est bon? C'est parfait, Ok. vous pouvez continuer, oui. Pardon, excusez-moi. Et donc, comme j'ai dit sur ma première cuisson, donc c'est une première cuisson de connexion, il est impératif de pouvoir saturer les zones de réflexion, d'absorption. Et pour ça, vous pouvez utiliser vos colorants classiques. Vous pouvez utiliser, donc pour ma part, je peux utiliser le colorant Mio. Et donc, c'est une cuisson qui peut durer, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 40 minutes. Mais croyez-moi, il faut y aller doucement et sereinement. Et ça, tout à l'heure, ben, Jean-Pierre il pourra vous en parler. Tiens, un petit peu, parce qu'il en fait, comme je dis, il en fait beaucoup. Et moi, je vais doucement avec ça et ensuite, je pourrai stratifier tout à fait correctement. Donc, ce que j'ai dit, l'objectif, c'est de créer des zones d'absorption et de réflexion. Pardon. Donc, dans ces cas-là, vous voyez les zircones, même si cette zircone, elle était un petit peu plus opaque, ben, on a quand même réussi à créer avec des effets de couleur froide, type violet et bleu, pardon, à avoir de l'absorption. Et mes armatures, ben, je les ai maquillées, notamment celles-ci, parce qu'elles étaient un peu plus opaques que d'habitude. Donc, je n'avais pas le choix, il fallait que je fasse un effort supplémentaire. Je n'avais pas le choix. Donc, pour la Celtra, ça se cuit à 750, 780. Moi, je cuis à 860, 30 degrés minute, et je fais un refroidissement lent à 650, 30 degrés, et la température de base, je la commence à 400. Et là, c'est très long, mais c'est ce que je dis, c'est bien fondu. Quand ça sort en première cuisson, il faut que ça sorte brillant. Donc voilà, là, c'est la zone, comme vous pouvez voir, j'utilise des couleurs un peu froides hein, pour avoir de l'absorption. Et ensuite, ben là, utilisation des maquillants pour les zones, on avait dit prémolaire, molaire pour faire de l'ultra-microstratification. En vestibulaire, je fais de la microstratification, je dois être à, j'ai dit, 0,5, 0,6, tout dépend. Hein. Et au-dessus, les faces occlusales, elles seront maquillées. Elles ne seront pas forcément très jolies, mais ce n'est pas forcément le but recherché. Voilà, mon travail est fini. Regardez les faces occlusales, elles ne sont pas très belles, hein. Il n'y a pas de problème et je l'accepte. Mais par contre, elles sont opaques, donc je suis venu avec des maquillants venir travailler les faces occlusales. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas moyen d'avoir des zircones complètement transparentes, translucides. Mais ce qui est important, c'est le polissage. Et le polissage, ça aussi, je l'ai appris grâce à Jean-Pierre, ce qu'il me disait toujours, lui, mélanger de la ponce avec de l'oxyde d'alumine. Et ça marche excessivement bien. Le résultat en bouche, donc on a de la microstratification, on a de la solidité parce que derrière, on est sur de la full à 1200 MPa. L'occlusion a été réglée correctement. D'ailleurs, sur certaines, en haut, vous voyez bien qu'au niveau de la guidance, il ne s'est pas bloqué. On a un minimum de 3 points au niveau travaillant, donc ça, c'est impératif. Et regardez en bouche. Alors en bouche, c'est peut-être légèrement un poil opaque, je le reconnais, mais je trouve qu'esthétiquement, ça passe pas trop mal avec la gencive et avec une microstratification. Alors ça dégage très légèrement un peu de blanc. Alors vous voyez où est, j'ai envie de dire, où est la bonne procédure? Est-ce qu'on favorise l'esthétique? Est-ce qu'on favorise la dureté? Est-ce qu'on favorise quoi finalement? Est-ce qu'on refavorise l'esthétique au détriment de la casse? Non. Alors nous, on est parti sur cette technique-là. Ça fonctionne bien, ça marche bien. Il est en bouche, il est content, le monsieur. Mais vous voyez, aujourd'hui, en faisant avec des techniques d'ultra-microstratification et avec des matériaux un peu plus jolis que ce que j'ai eu moi, eh ben, on arrive à faire des choses, croyez-moi, qui durent très bien dans le temps. Le seul inconvénient, entre guillemets, dans ce genre de travail-là, c'est vraiment de bien respecter vos temps de cuisson et surtout de les faire correctement. Parce que là, sinon, ça ne pardonnera pas. Donc voilà le travail fini.
le praticien était content, hein, lui, les praticiens sont contents, surtout le patient était content. Donc à partir de là, je pense que le challenge a été réussi. Et le cas numéro 2, donc c'était le deuxième cas où j'ai stratifié en microstratification tout le reste. Et là, on a utilisé une zircone qui était un petit peu plus translucide. Et vous allez vite voir la différence. Donc voilà, j'avais fait un wax-up. De ce wax-up-là, on a envoyé chasser, j'étais chez Simeda, puisque c'est une technique d'implant où je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas le modéliser moi-même, donc je l'ai envoyé. Et comme je vous ai dit, je préfère. Donc j'avais fait un wax-up à la cire auparavant. De cette cire-là, eh ben, voilà l'armature. Alors, l'armature là, ben, évidemment, on a cherché la saturation, mais l'armature en elle-même était jolie, si vous voulez. Elle était un peu plus saturée dans les parties épaisses et un peu plus translucide dans les parties plus fines. Donc, les zones de réflexion, d'absorption, on en a besoin. Et c'est ce que j'ai créé pendant mes cuissons de connexion. C'est ce que je recrée pendant mes cuissons de connexion. Et là, vous voyez, là, cette partie-là était ultra fine et ultra translucide. Alors, on ne voit peut-être pas bien sur la photo. Comme je vous ai dit, Dino vous montrera des choses un peu plus jolies que je vous montre au niveau photo. Et donc, on fait la première cuisson, les deuxièmes cuissons. Alors, vous voyez, c'est vraiment très, très fin. C'est vraiment… Alors là, j'en ai fait 2 des cuissons. Sur les bridges complets, j'en fais 2. Et esthétiquement, ben, on a des choses un peu plus sympas quand la zircone est un peu plus translucide. Donc, vous voyez, on a nos effets. Bon, là, en l'occurrence, on a positionné nos implants. Alors, la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on stratifie sous les pontiques de zircone? Oui ou non? Là, je l'ai fait. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je ne le fais plus. Aujourd'hui, je fais tout en zircone miroir, polymiroir. Et ça marche bien aussi. Donc, esthétiquement, vous voyez, on a des zones… donc là, c'est de l'ultra microstratification. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de masse. Et en bouche, on a un résultat qui est sympa et qui est un petit peu moins opaque quand même. Et pourtant, la microstratification restera à peu près la même épaisseur que vous avez vu sur le cas du complet Weba. Mais c'était un autre challenge. Là, on n'avait pas de challenge au niveau de la fonction, puisque c'était un compléo classique avec des dents du bas, et je crois qu'il y avait un appareil en bas. Par contre, un haut et bas, la différence et la façon de voir est un peu différente. C'est pour ça que je tiens à vous montrer toujours ces 2 cas, un cas maxillaire et un bimaxillaire sur zircone, en microstrat. La technique de Stens, puisqu'on parle de maquillage, alors ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais de maquiller, puisqu'on a de la demande. Aujourd'hui, j'essaye de faire des jolies choses. Je n'estime pas que je suis le champion du monde de la céramique, mais j'essaie de faire plaisir à tous mes praticiens. Il y en a qui vont vouloir des dents maquillées. Alors, on va essayer, mais je vais vous montrer que ça marche très bien aussi, puisque j'ai fait un test sur l'implantologie. Voilà un travail où on a fait la première prémolaire. Donc, la prémolaire, c'est de la microstratification. Je n'ai pas dit de l'ultra-micro, mais de la microstratification. Et tout le reste, c'est du maquillage. Bon, ben, on a maquillé avec différents colorants. Et on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas si moche que ça, ce n'est pas si mal que ça. Mais par contre, si vous voulez faire quelque chose de joli, il faut passer énormément de temps. Énormément de temps. Alors, moi, quand on me dit, ouais, le maquillage, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, c'est faux. C'est archi faux. Parce que si vous ne passez pas du temps, c'est un peu compliqué. Vous savez, je vais être très honnête avec vous, les vendeurs de zircone, c'est tous des champions du monde. L'autre, il dit que la teinte sort en A3, mais elle ne sort jamais en A3. Il y aura toujours un petit coup de pinceau à mettre. Pour arriver à ce résultat-là, évidemment, là, je l'ai fait pour les photos. C'était très long. C'était très, très long. C'est pour ça que j'utilise que sur la partie occlusale et que je fais de l'ultra microstratification en vestibulaire. Là, en l'occurrence, c'était que des maquillages. Mais le résultat, regardez, somme toute, était correct. La différence entre la prémolaire et les molaires, il y en a une, c'est de la microstrate et l'autre, c'est du maquillage. Vous apercevez que sur les pointes cuspidiennes, on est légèrement plus opaque. Mais somme toute, dans l'ensemble, ça passe. Mais par contre, c'est très long à faire. Il ne faut pas s'imaginer que, même si vous utilisez un coffret Mio ou le meilleur des coffrets du monde, il faut passer du temps. Et ça, il ne faut pas se le cacher, ça ne sert à rien. Et je pense que si quelqu'un vous dit en une fois, ça sort comme ça, moi, je vous dis non. Et j'en ai un peu d'expérience là-dessus. Ça ne sort pas tout à fait comme ça. Mais le résultat, il est tout à fait correct, avec des profils tout à fait corrects. Et le cas numéro 3, pour terminer, ça va être un cas de presse cette fois-ci. Donc, IMAX pressé, l'Easy Press. Et donc, pour nous, ce sera de la Celtra Press. Et la Celtra Press, donc, c'est une dame qui est venue. On a réalisé un Digital Smile Design. Enfin, le praticien l'a réalisé.
Et moi, j'ai fait successeur. Donc, on est passé par une étape de provisoire, wax-up, mock-up, provisoire, etc. Donc, vous avez la photo avant et après. Mais là aussi, j'ai utilisé la technique de communication avec des armatures qui sont énormes. Là aussi, vous allez dire, mais où est la place? Ben, vous allez voir, c'est très facile. Alors, il est évident que la teinte était une teinte claire. Évidemment, on ne va pas passer d'un A4 pour rester à A4. Les patients veulent toujours du plus clair. Alors, moi, je ne suis pas forcément très bleach, mais c'est du A1, A2 en général, quoi, ou B1. Alors, comment ça s'est passé? Voilà, on a fait nos calculs, les essayages. Ce que je veux dire par rapport à l'occlusion, on a fait des wax-up et des mock-up. Donc, on a collecté les informations au niveau de la patiente. On a réalisé le fameux Diltramax qui est important. Si vous avez l'occasion de pouvoir vous le procurer ou votre praticien, c'est quelque chose de fantastique parce qu'en général, on a des bords droits, c'est tout de suite droit, aligné et c'est propre, c'est bien. Et ça évite de recuire. Donc, le praticien, vous voyez, il avait fait ses provisoires lui-même. Et moi, donc, j'ai réalisé mes armatures. Donc, quand le praticien a taillé ses dents, en dessous, le substrat était relativement foncé. Donc, je vais vous montrer quand même, voilà le substrat. Il était foncé comme celui-ci. Et donc, il fallait que j'utilise un matériau qui cache le côté du substrat et en même temps qui me donne la future teinte de notre restauration finale. Et donc, moi, je pars sur des LT, mais attention, je pars sur des LT qui sont très gros. C'est-à-dire, regardez mes armatures, ça, ce sont mes armatures. Voilà mes armatures. Et ce que vous voyez avec le trait en dessous, ben, c'est la finition céramique. Alors, il faut savoir qu'au niveau pressé, et je vous parle sous condition, parce que Celtra, je la connais par cœur et on travaille dessus, à partir de 0,4 avec Celtra, vous cachez tout. À partir de 0,4. Là, il faut savoir que mes armatures, elles font déjà 0,6, 0,7, voire 0,8. Et quand vous regardez les armatures en place, ben, vous pouvez voir les armatures en place. Et là, j'ai demandé exclusivement au praticien de me faire les photos. Et d'ailleurs, quand le praticien les a essayées, il s'est demandé si ce n'était pas un essayage biscuit. Et je lui ai dit non, ce sont les armatures. Et vous voyez bien en dessous qu'on ne voit pas, le substrat foncé. Et ensuite, je fais une microstratification. Et ensuite, je déglace. Mais c'est sûr que ça peut être un peu surprenant au départ de travailler sur ces armatures-là. Évidemment, ce sont des armatures brutes qu'on a essayées en bouche. Ce n'est pas ni de la céramique, ce sont juste les armatures pressées. Et voilà le travail fini, posé au bout de 1 an ou 1 an et demi, je crois. On a fait le haut, on a fait le bas, il y avait des facettes, des couronnes. Tout a été géré en système de technique de pressé, type Celtra pour moi. Et la patiente, elle a été ravie, évidemment, hein, avant, après. L'occlusion était correcte, les facettes, voilà, tout était correct dans l'ensemble, bien fait. Et je termine toujours les finitions mécaniques, donc la ponce mélangée avec de l'oxyde d'alumine. Là, j'en ai terminé aujourd'hui avec vous pour ma présentation, juste pour vous expliquer un peu la technique de travail donc de microstratification ultra. Donc, vous avez vu 3 cas différents. Vous avez vu le cas de pressé, vous avez vu le cas complet haut et bas et le cas de complet haut. Et puis, ce qu'on faisait avant. Encore une fois, je le répète, ce qu'on faisait avant, c'est bien, c'est encore bien et ça se fait encore. Moi, ce que je ne veux pas, c'est de cuire et recuire mes céramiques. Donc, je pourrais apporter justement ce côté gris à la céramique qui nous est déjà tous arrivé. Mais je pense que le tout de faire, ce n'est pas important. L'important, c'est comme j'ai dit, et comme Mère Teresa le dit, c'est l'important et la somme n'est pas la somme de nos réalisations, mais l'amour que vous portez à vos actes. Donc, ce qui est valable au travail, mais ce qui est valable aussi d'homme à homme et d'humain à humain. Donc, voilà, moi, je tenais juste à vous remercier, à remercier le syndicat, à remercier Mohamed, Jean-Pierre et tous les gens qui nous regardent ou qui vont nous regarder et que je reste à votre disposition si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, c'est bien, Alain. Merci. Nous revoilà. Nous revoilà. Bon, c'était bien. Vous avez fait une belle démonstration, Alain. Bravo. Je sais pas, vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Je ne sais pas où on entend. Oui, on vous entend. Tout est parfait. Vous nous entendez? Moi, je vous entends, mais eux nous entendent aussi, je suppose. Oui, oui, on est toujours en live. On est toujours sur Facebook. Ils nous entendent, oui. Donc, merci. Je demanderai aux gens qui nous ont suivis de poser des questions s'il y en a. En attendant, moi, j'en ai déjà. Mais en attendant de voir dans le fil d'actualité les questions,
Je commencerai par vous poser la question par rapport à votre choix. Vous n'avez pas cessé de le répéter pendant la conf, que vous avez une préférence pour les matériaux translucides. Oui. Est-ce que Donc, c'est possible Là, je vois personne. Alors, je ne sais pas si je dois arrêter la si. présentation. Ah, non, oui. Vous devez réduire votre fenêtre de présentation, exact. Voilà. Ben, je suis là. De nous voir. Salut, on est là. Bon, Oui. Je crois que ça coupe là. Hein. Il y a une petite coupure, là, il y a une petite coupure. Ça va, Alain? Ça va? Oui, c'était bien, top, bravo. Oui, donc là, je pense que, je ne sais pas si Mohamed bon est encore là. ma connexion n'était pas stable. Je pense que vous m'avez perdu à un moment, n'est-ce pas? Oui, on t'a perdu un petit peu. Donc, c'est simplement pour savoir, Mohamed te posait la question sur la zircone, c'est d'utiliser la zircone translucide systématiquement. Oui. Oui, Sinon, mais ma question, c'est par rapport à cette utilisation de zircone très translucide. Est-ce qu'elle ne vous pose pas un problème par rapport à l'utilisation, quand vous l'utilisez sur des restaurations implantopportées ou sur des piliers implantaires? Est-ce que cette translucidité n'est pas affectée par le métal sous-jacent? Vous savez, on travaille épais. Je ne travaille pas sur les implants. C'est carrément… vous avez vu les armatures, elles sont énormes, les armatures. Et quand c'est collé, même si vous collez un petit base, on ne voit rien. Et le praticien qui va la coller, en général, colle la zircone avec un verre ionomère. Et ces verres ionomères, ils sont très souvent opaques. Oui, tout à fait. Que ça peut apporter, ça peut même apporter de la profondeur. Moi, je sais que… Alors, quand je dis translucide, attention, ce n'est pas translucide comme du verre. On est dans la teinte, mais je ne veux pas d'opacité. On a un petit peu de… Parce qu'on stratifie vraiment très peu. Et donc, l'absorption se fait déjà dans la zircone. En fait, c'est un travail hyper facile. Le travail le plus difficile à faire, c'est l'élaboration du métal, enfin de l'armature en dessous. Moi, si vous voulez, je fais juste un peu de peinture. Mais le plus important, c'est vraiment le travail en amont qui se fait derrière par rapport aux armatures. D'accord. Donc, autre question, c'est par rapport aux duretés, les multilayers en teinte et il y a les multiduretés. C'est quoi l'intérêt d'avoir des duretés de 1200 et de 600? Sincèrement, si on parle de la dureté, c'est quoi si ça apporte pas de la translucidité, c'est quoi l'intérêt? C'est par rapport à l'abrasion? Voilà, exactement. Si vous faites de la microstratification, très souvent dans les gros travaux, ce que je fais, c'est les faces occlusales, je les stratifie vraiment très très peu. Par contre, si vous prenez que de la 1200, alors je vais dire, en ce moment, je suis en recherche avec un ingénieur et on travaille bien dessus. Vous savez, les fabricants, et je ne veux pas me faire d'ennemis, je veux juste que les prothésistes, je veux que tout le monde soit clair de la zircone. Parce que la zircone, on va vous vendre de tout et du n'importe quoi. Et moi, je suis prêt à discuter avec tous les fournisseurs là-dessus. Vous savez, quand on vous dit une 1200, pour la rendre très translucide, il faut rajouter des matériaux, plein de choses. Mais par contre, quand vous faites des gros boulots, faire du multilayer à 850 mégapascales, mais sur tout le bloc, c'est 850 sur tout le bloc. Cela, moi, je le trouve très bien pour les unitaires, pour les 2, voire 3. C'est comme si vous faisiez de la pressée. Hein. C'est quoi le minimum de dureté pour vous, pour les grandes restaurations? Les grandes, c'est du 1200. Moi, je veux du 1200. Mais le seul problème du 1200, c'est qu'il n'est pas tout à fait aussi translucide qu'un 850. Il ne va pas l'être aussi, c'est logique. Mais il y a maintenant des duretés intermédiaires. Il y a du 1100, du 1050. Est-ce que ça marchera aussi pour les bridges complets? Oui, alors justement, là, on est en train, justement, alors aujourd'hui, il y a différentes marques qui le font sans rentrer dans les marques parce que l'objectif, ce n'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. C'est juste ma façon de voir personnelle. Il existe des blocs, effectivement, qui commencent à 900 et qui terminent à 600. Mais entre 900 et 600, ils rajoutent encore 800, 780. Ça sert strictement à rien. Parce que quand vous avez un bridge et vous avez une connectique à placer, selon la taille de la connectique et tout, ça se trouve, votre connectique, elle va arriver dans le 700. 700 pour une connectique avec un élément intermédiaire, Mohamed, pour moi, ce n'est pas assez. Donc, moi, je voudrais bien, c'est qu'on ait aujourd'hui un bloc et qu'on est en train de sortir. Donc, c'est un bloc, on va dire, sur 20 mm, qui fasse plus de 10 mm en 1200 pour pouvoir positionner ces connectiques. Et si on veut faire de la microstratification, eh bien, que ça reste dans le 600, parce que le 600, il est beaucoup plus translucide et c'est beaucoup plus facile au niveau d'esthétique. Tout simplement. D'accord. Ben, ma question directe, parce que là, on a eu des conférenciers tout au long de ces 2 mois et sincèrement, il y a des divergences à ce niveau-là. Est-ce que
la dureté de la zircone a un impact sur l'abrasion des dents antagonistes? Ou est-ce que c'est l'état de surface, qui conditionne cette abrasion? Donc, est-ce qu'il y a un lien direct de cause à effet entre dureté et abrasion? Moi, j'ai envie de dire non, parce que moi, c'est très rare. C'est très rare que je laisse tout en zircone. Et justement, si je demande, enfin, si aujourd'hui on veut du 600 mégapascal, si on veut du 600 mégapascal, c'est pour être à peu près dans les mêmes caractéristiques qu'une céramique pressée type Lisi, type IMAX, type Celtra. J'ai bien dit 600. Moi, je parle parce que nous, la Celtra, on a 575, 580. Je sais que les autres, c'est en dessous. Mais quand le praticien, il meule du 600, le 600 il va être beaucoup moins abrasif, logique, que du 1200 ou du 1050. Oui. D'accord? Mais après, ça va dépendre de l'état. Il y en a qui vont vous dire, non, il y en a qui vont dire… Il faut juste savoir que la zircone, c'est un matériau très dense. C'est très, très dense. Beaucoup plus dense que la céramique qu'on va venir monter. Donc, au niveau de l'abrasion, moi, j'ai envie de vous dire, quand on fait des complots haut et bas, et moi, j'en ai fait très peu, je pense que Jean-Pierre en a fait 10 fois plus que moi, mais franchement, au niveau usure et tout, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça peut user la dent du bas, mais ça peut user la dent du bas, j'ai envie de vous dire, oui, peut-être au même titre qu'une… Tout dépend comment elle a été glacée, tout dépend comment… J'ai envie de dire, c'est très dépendant de beaucoup de choses. Mais oui, si vous prenez une zircone à 1200, vous la mettez en contact usure, moi, je pense qu'elle va user, ouais. Je pense qu'elle va user, oui. Après, au niveau… Alors, je voudrais quand même juste un peu intervenir là-dedans en disant simplement, il ne faut pas confondre la dureté et la résistance à la flexion. Parce que là, on est en train de parler de résistance à la flexion. C'est-à-dire que quand on exprime en 1200 mégapascal, ça veut dire qu'en fait, on a fait un test pour savoir à combien de pression la zircone va casser sur un échantillon bien particulier. Donc, ça n'a rien à voir avec la dureté. Ça, c'est vraiment la résistance à la flexion. Donc, 1200 mégapascal, c'est ce qui va permettre de faire effectivement une arcade complète avec la résistance qu'il faut et tout ce qu'il faut. Mais après, effectivement, quand on va multiplier le nombre de couches et qu'on va diminuer cette résistance à la flexion, on va diminuer la résistance pour les grosses restaurations. Donc après, ça n'a rien à voir avec la dureté. La dureté, c'est quelque chose qui est complètement différent. Elle s'exprime en Vickers, elle ne s'exprime pas en MPa, voilà, donc simplement, après, quand tu parles de l'usure, effectivement, quand tu as une retouche qui a été faite en bouche sur de la zircone et qu'effectivement, ce n'est pas repoli miroir, c'est l'état de surface qui va user la dent antagoniste et non pas la dureté de la zircone. Donc, effectivement, la zircone est peut-être plus dure qu'une dent et c'est pour ça qu'en fait, si on ne fait pas un état de surface qui soit parfaitement polymiroir, elle va user l'antagoniste. Au même titre que si on utilise par exemple du silicate de lithium pour faire des armatures qui soient entièrement en disilicate de lithium, on va avoir, si on ne polie pas parfaitement, les bâtonnets de disilicate de lithium qui sont imbriqués dans la matrice de verre vont user l'antagoniste presque plus fort que de la zircone. Voilà, pour vous donner l'aspect. Voilà. C'est simplement un état de surface qui fait que ça va user ou pas. C'est tout à fait juste. Moi, c'est encore une fois l'état de surface, le polissage. Mais c'est tellement dépendant de beaucoup de choses. Quand on me dit, moi, la 1200, elle pète, oui, elle peut péter si on ne fait pas attention au connectique des zircones. Si le casse s'y prête pas, ça casse aussi. Et surtout si l'occlusion n'est pas bien équilibrée. Alors, ça, c'est encore un autre domaine. C'est encore un autre domaine. Ce que je veux dire, c'est des facteurs qui sont très dépendants de notre métier de prothésiste. Et vous savez, si vous designez un bridge et vous pensez que c'est du 1200 et vous mettez un petit connecteur, ça ne tiendra pas. Ça cassera aussi. Vous avez parlé aussi d'un équilibrage à double papier gros et papier fin. Bah oui, parce que vous savez, le gros sur un complet, tant que tu n'as plus, tu as des marques partout. Tu auras des marques toujours partout. À un moment donné, il faut le stopper. Donc, c'est le gros papier, j'ai envie de dire, pour schématiser, parce qu'on là aussi, ça peut durer des heures. On prend un papier. Grossir, oui. Pardon? C'est pour dégrossir le gros papier, en gros. Oui. C'est pour dégrossir et après affiner, parce que tu sais, Mohamed, tant que tu prends un papier, tu fais mordre, tu auras des traces partout sur le complet. Oui. Tu auras toujours des traces. Tu as DV, tu l'as fermé. Et c'est pour ça qu'en fait, en général, les casses, parce que j'en ai eu, et Jean-Pierre peut en témoigner, j'ai pris des bris de zircone à la main, je faisais des photos, il me dit putain, qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas, j'ai dû faire une connerie, peut-être un refroidissement trop rapide, peut-être, je ne sais pas. Et c'est pour ça que maintenant, je fais très, très attention. Par contre, une fois que c'est en bouche, c'est stabilisé. Moi, je sais que je n'ai pas de chipping, j'ai zéro chipping. Avec cette technique-là, je n'ai pas de chipping. Alors, les casses, j'en ai eu, j'ai eu des casses,
mais c'est des cases d'armature, pas de céramique, d'armature. Exactement. Ben, c'est la distance surtout aussi inter-implants, surtout dans les restaurations sur implant. C'est la distance Alors, entre les implants aussi qui est importante. Oui, Bien sûr. tout dépend. Et surtout encore la une clé fois, de validation moi-même. Pardon? Et Surtout? l'indispensable clé de validation pour être certain que le bridge est vraiment passif et qu'il n'a pas de contrainte. Parce qu'en fait, une contrainte qui est supportée pendant des mois peut se casser après parce qu'elle fait une fatigue dans la zircone. Et à un moment, ben, la fatigue, elle se libère. Malheureusement, on se passe beaucoup de cette étape-là d'essayage de passivité. On n'a presque jamais le temps de faire ça. Et j'ai bien noté la remarque de Serge Gavion la dernière fois. Il a dit on n'a jamais le temps de bien faire, mais on a toujours le temps de refaire. Exactement. Ouais, mais justement, alors, moi je trouve ça fantastique parce que c'est vrai qu'on n'a jamais le temps, on n'a jamais le temps de rien faire. Mais bon, à force d'avoir jamais le temps, on fait rien, on fait plus rien, quoi. Donc à un moment donné, il faut se fixer des protocoles de travail, je pense. Et moi, c'est comme ça que j'ai essayé de créer un petit protocole au laboratoire, non pas pour dire c'est bien, non, c'est juste pour dire bah voilà, quand on a des boulots sur un plan, si on n'a pas de protocole, c'est un peu compliqué parce qu'un jour ou l'autre, je crois que d'ailleurs, il y a eu des études qui démontrent qu'au niveau des implants, un bridge complet, par exemple, on est sûr qu'au bout de 7 ans, il y aura un problème. Sûr. Donc, si en plus, on ne met pas de protocole, si on veut en plus refaire, ce n'est pas le but parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, cette technique-là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais être champion du monde de quelque chose, pas du tout. C'est parce que pas forcément, encore une fois, de champion du monde, mais une qualité constante. C'est ce qui est dur dans notre profession. Et surtout, avoir des protocoles de travail. Et pourquoi? Pour faire gagner du temps pour moi, pour faire gagner du temps pour mes collaborateurs, pour absorber, pour que pour tout le monde, ce soit facile. Mais en ayant des protocoles. Ça, c'est une évidence. Je profite pour une parenthèse pour saluer notre très cher ami Rodney Abdallah qui nous invite tous au Liban. Donc, on n'a plus qu'à faire nos valises. On attendra le passage de cette crise sanitaire et on est tous invités au Liban. Donc, tous les trois. Et je tiens à saluer beaucoup aussi Farid Sofi d'Algérie qui nous manque pas de suivre depuis le début de ces conférences. Merci notre grand ami Farid et il nous a pas encore invité lui, on attendra son invitation. Mais elle va pas tarder. Elle va pas tarder. Oui, je sais, il est généreux. Je voulais juste poser une question. Est-ce qu'avec les multilayers aujourd'hui, est-ce que ça n'a pas facilité ce travail? Est-ce qu'on n'a pas moins d'efforts et de travail à faire avec ces multilayers? J'aime pas les multilayers, c'est bien, ça aide beaucoup parce que déjà à la base, il y a naturellement dans le disque de zircone multilayer, il y a cette base de chroma qui est plus foncée. Bien sûr que ça a aidé. Mais justement, c'est pour ça que je dis pendant la présentation ou la petite conférence, j'ai dit ce sont des matériaux intelligents. On a de la chance d'avoir des matériaux intelligents pour pouvoir nous aider à travailler. Voilà, moi, l'armature que je crée en dessous, c'est ni peu ni moins la dent, terminée, et je stratifie comme si c'était une facette toute fine, quoi. C'est ce qui m'a aidé, bien entendu. Alors, moi, je ne vous le cache pas, je ne vais pas me faire des amis avec les distributeurs. Moi, je fais tout en A2 ou en A3. J'ai qu'un type de bloc, c'est A2 ou A3. Je n'ai pas de C4, voilà, l'honnêteté, c'est qu'on est là aussi pour ça. Et je le dis, moi, je fais en A2 ou A3. Toutes mes tâches. Ça dépend. Nous, on peut travailler avec du bleach 1, du bleach 2. Tellement la demande est forte sur le bleach, ça dépend des pays. Alors, je sais, après, dans la technique de stratification, moi, l'objectif, c'était de montrer, comprendre la technique. Après, au niveau des stratifications, voilà, après, on est obligé de mélanger les masses, les poudres, mais ça, c'est encore une autre histoire. Aujourd'hui, l'histoire, c'est ça. Dire, on a des matériaux qui sont bien et il faut en profiter pour pouvoir justement les mettre en valeur et surtout nous faciliter aussi un peu le travail. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de travailler, hein, ça ne veut pas dire que je bâcle mon travail. C'est un autre type de travail. C'est comme l'histoire des maquillages. Moi, quand j'entends des gens qui me disent « ouais, maquiller, c'est vite », si tu veux faire une belle dent, non, c'est pas vite. Non, c'est pas vite du tout. Pas vite du tout. Ce qu'on aimerait bien une prochaine fois, c'est une petite démonstration ou des étapes de microstratification et de glaçage aussi. Avec grand plaisir. Marrakech, oui. De toute façon, on a du travail à… Pardon? Pas à 50 degrés, hein. Il fait trop chaud. À 50 degrés, je serai pas. Non, mais vous savez ce qu'il y a de bien à Marrakech. Si vous venez au mois de mars, vous pouvez nager et vous pouvez skier dans la même journée. Exactement. On a une station de ski à 1 heure de Marrakech et c'est ça, vous pouvez joindre l'utile à l'agréable. De toute façon, si on fait notre diplôme, vous aurez l'occasion de venir et de revenir plusieurs fois au Maroc.
Et ça vous fera découvrir le Maroc dans toutes les saisons de l'année. En tout cas, je vous remercie beaucoup, vraiment. C'est très sympa. Et puis, votre merci à vous. Merci Jean-Pierre. Merci Mohamed. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci Alain. C'était c'était très intéressant. Je vous remercie énormément et on se donne rendez-vous la semaine prochaine si les conditions de d'Inoli s'arrangent d'ici là. On espère. Il n'y a pas de problème. Ça ira pour lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et dans une semaine, je tiens juste avant d'arrêter ce direct à faire un petit rappel des rendez-vous de la semaine prochaine. Donc, on aura rendez-vous la semaine prochaine avec le mercredi, comme d'habitude, la conférence de Amin Hassouné de Jordanie, qui nous parlera du pectan et sur ses utilisations pour des restaurations esthétiques définitives sur un plan. Et la conférence qui a été décalée d'Inoli, qui aura lieu le samedi prochain, le sourire mis en image. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye bye. Au revoir. Another mega Just
Yara sarımsız kahves vay 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 vay. Yerin çok bol merdades vay 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 vay. Yara sarımsız kahves vay 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 vay. Yerin çok bol merdades vay 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 vay. Asum esir tas page vay vay vay. El duchessin papaga vay vay vay. Asum esir tas page vay vay vay. El duchessin papaga vay vay vay. Ah karove yaras. Sirunci garas, akarove yaras, can sirunci garas. Oh nele insanis, puyme incanis. Oh nele insanis, puyme incanis. Vai, vai, vai.